pense que c'est quand même, faut demander des fois se contrôler. Ouais, c'est ça. Comme moi, matin, il y avait une journée de marde. Je sais, je t'ai texté. Comme asti, ça va pas bien, j'étais en panique totale, tout en train de chier à terre. Puis j'étais genre par-dessus la tête. Ouais, Comme... je l'ai vu dans ta voix, j'ai fait continue tes affaires, Hugo, c'est correct. Ça va être correct, ça va passer. C'est parfait, ça. Ouais. Te souviens-tu, on a parlé il y a une couple d'épisodes là, de l'école, tu sais, pour les entrepreneurs, ceux qui vont à l'école ou ceux qui vont pas à l'école, c'est nécessaire. Quoi faire, qu'est-ce qu'on conseillait? Ouais. Ben moi, je suis retourné à l'école. Ah ben cool, yes. Ouais. Puis, sais-tu quoi? Je suis content. Puis, ça m'a rendu à l'extérieur de ma zone de confort ou agrandir ma zone de confort, là, mais voilà, comme tu veux. Ben d'un, c'est quoi tu t'en faire à l'école? Je vais chercher mon titre de planificateur financier parce que c'est ce que j'aime faire, la planification financière. Puis les gens de mon équipe ont tous leur titre de planificateur financier. Puis je pense que c'est bon 5 ans de te revoir un peu où tu es rendu. Puis moi, je trouvais que dans mes compétences, je pense que je peux être meilleur que je le suis. Puis je voulais aller chercher des vraies compétences de livres, d'aller chercher de l'info là, qui vient de sources fiables. Puis je trouve que c'est plus qu'un titre. Je pense que je peux chercher de la compétence avec ça. Je serais curieux d'entendre ton point de vue parce que je t'avais déjà exprimé le mien par rapport à ça, le titre de planificateur financier, et que je trouvais que beaucoup de gens avaient le titre de planificateur financier, mais ne faisaient pas la planification financière. Ouais. Puis, tu sais, on se rappelle, c'était dans les années 80-90. Pour obtenir un titre de planificateur financier, c'était genre un cours de 48 heures que tu faisais. Ouais, mais c'était comme être police, ça avait des gros bras, t'étais pris. C'est ça. Non, mais c'était ridicule d'avoir ta certification de planification financière. Tu le veux-tu? Ouais, OK. Ouais, c'est ça, là. Puis là, ça, c'est devenu de plus en plus compliqué. Mais tous ces gens-là qui l'ont obtenu, je te dirais 98% ne font pas de... Et là, je viens d'inventer la stat. Ne font pas de planification. Je suis audacieux de mettre une stat, là, mais tu t'es je l'ai inventé. Ne font pas de planification financière. Puis, fait que moi, j'ai toujours dit, la seule raison pourquoi j'irais chercher ça, c'est parce que c'est un beau titre qui, aux yeux des gens, paraît bien. Je crois que ça dépend de l'environnement dans lequel tu travailles. Mais là, toi, tu viens de me dire que je suis entouré de planificateurs financiers. Tu as acquis beaucoup de connaissances avec... Ben, c'est sûr que je suis encore au début des premiers modules. Là. C'est juste que ce que je réalise, c'est que, par exemple, quelqu'un qui a été à l'école en finance, moi, j'ai été chercher mes permis, mais je n'ai pas été à l'université. Puis, j'ai appris ce que tu as dans un module structuré, je l'ai appris sur le tas. Dans le fond, toute mon information, j'ai été la chercher dans des replis de marché, par exemple. Là, j'ai découvert l'économie, l'inflation, les cycles de marché, les taux d'intérêt, les taux directeurs, les taux des institutions. Toutes ces infos-là, je les ai appris dans une présentation par un fournisseur ou... Tu l'as appris dans la vie de tous les jours, là, tu le vois de façon plus structurée. Ouais, puis... Tu sais ce que j'aime? Tu laisses quand même la porte à que c'est possible d'aller quand même chercher ces connaissances-là. Ben oui, c'est possible. Sur Internet, avec certaines petites formations à gauche, à droite, c'est quand même... Ouais, même une formation à gauche et à droite, il y a des congrès de 3 jours aussi, là, de 8 le matin à 6 le soir, là, puis des affaires de même. Mais oui, c'est possible sans avoir des hautes études. Là, pour certains entrepreneurs, il y en a plein qui n'ont pas des hautes études. Mais moi, j'aimais ça d'avoir une structure, puis c'était un défi personnel pour moi parce que je pense, comme plusieurs adultes, par exemple, qui arrêtent de faire du sport, ben moi, tu sais, j'étudie, mais à mon rythme à moi, puis tout ça, tu sais, je fais des formations obligatoires, mais d'avoir un horaire à suivre, puis d'avoir un examen à passer, là, ça me challenge, tu sais, parce que... Je sais pas comment tu fais. Moi, je me trouve sharp, je me trouve bon, mais là, quelqu'un va m'évaluer, c'est pas moi comment je me trouve, là, c'est quoi mes résultats là, par rapport à la notion qui est demandée, tu sais, fait que, je sais pas, je trouve ça challengeant, tu sais, je trouve d'avoir un délai pour remplir l'examen, puis... Tu sais quoi, là, tu me parles de ça, j'ai fait mes examens, là, pas si longtemps que ça, si on monte en, mettons, septembre, là, pour le courtage hypothécaire. Maudit que j'ai détesté ça pour mourir. Ben, ça me stresse énormément. Puis là, mais après, t'es fier. Oui. Mais je vais t'avouer que j'ai pas le goût de revivre nécessairement ce stress-là pour la fierté après. Je préfère aller la rechercher dans l'accomplissement de ma carrière. Mais il me reste encore un à aller faire. Si je veux un jour avoir mon cabinet établi officiellement avec une Inc., il faut que tu aies passé ton permis pour dirigeant, dans le fond. Je vais t'avouer que celui-là, il reste d'être quand même relativement facile.
quand même des notions que j'ai pas mal déjà. Mais Ben, hostifie que je déteste c'est sûr les qu'en regardant la examens. matière, tu sais, la notion, oui, je sais, c'est juste que je me dis, hey, si j'avais su ça avant, ça aurait été différent comme parcours. Tu sais, c'est un peu ça ce que ça me donne comme réaction. Mais je le fais parce que j'ai un peu une règle non écrite que je me suis donnée, là, que quand j'ai une idée ou un projet, si je le traîne plus que 2 ans, je dois le faire. Ah ouais, Fait que ok. si ça me sort pas de la tête, là, mettons, quand ça fait du contenu, là, ça faisait longtemps que ça me fatiguait. Puis à un moment donné, à la 3e année, je me suis dit, OK, mais là, ça fait 2 ans, il faut que je le fasse. Fait que c'est vraiment 2 ans ton. Ouais, ben ça veut pas dire qu'après que ça fasse 2 ans, tout de suite, je le pars, là, mais dans le fond, c'est confirmé. Quand ça fait 2 ans que ça me trotte dans la tête, je vais le faire. Puis là, je m'assois, je fais mon plan d'affaires, puis je le mets dans la liste ou l'ordre de priorité. Ah, tu vois, t'es pas payé, t'étais 2 ans, moi j'étais 2 semaines. Ouais, ça fait 2 semaines, ça me trotte dans la tête, là. Let's go. Ouais. Non, mais pour vrai, à vrai dire, pour moi, c'est un record. Parce que j'étais quelqu'un, c'était peut-être pas connu avant, mais j'étais quelqu'un qui était comme, j'avais une idée aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je la mettais en place, sans réfléchir vraiment trop à qu'est-ce que j'allais faire. Puis j'ai réalisé que c'était pas extraordinaire. Il y a des trucs qu'on réalise avec le temps, puis j'en ai parlé avec Michel Villa, puis ça m'a amené beaucoup de réflexions. C'est que souvent, intensité ne rime pas avec longévité. Puis avec le temps, tu te rends compte que les plus petits pas où la tortue se rend plus loin que le lièvre. Fait que avec le temps, je me dis, OK, je vais peut-être slacker le pas un peu, je vais mettre plus d'ordre, puis je vais être capable de me rendre à destination à la place d'être intense, puis de prendre des gros pas de recul qui me fessent avant de revenir sharp. Mettons. Mais la tortue, là, si tu y shootes un petit peu d'adrénaline, là, elle va quand même aller un petit peu plus vite. Ben oui. Je me fais surtout une petite blague. T'as-tu vu la vitesse à laquelle une tortue sort son coup pour te snapper? C'est quand même assez. C'est vite en salle. C'est vite en salle. Oh, donc, je faisais une réflexion parce que je suis pas capable, moi, d'y aller relax. Mais par exemple, j'y vais à fond. Peut-être aux yeux des gens. Tu sais, des fois, puis même toi, tu m'en avais parlé dernièrement, tu sais, fais attention à. Mais c'est un conseil d'amis qui apprécie. Puis je l'apprécie. Puis des fois, je réalise que mon à fond peut paraître vraiment intense pour les autres, mais pour moi, il est calibré, tu sais. Ouais. Il est intense, mais je sais que je peux aller encore pire que ça, puis c'est là que je veux pas aller, tu sais. C'est toi qui connais ta fréquence. Exact, mais mon threshold, il est quand même assez élevé, puis il faut juste que je le navigue très proche et que je le dépasse. Ouais, la ligne est fine. La ligne est très fine, puis tu sais, il y a des fois, je pense que la seule chose que j'ai maintenant d'acquis aujourd'hui, que j'avais peut-être pas il y a quelques années, c'est que je sais quand dire j'ai besoin d'un break. Ouais. Là, j'arrête. Je suis plus capable. Je prends une pause, je vais prendre 2 heures de pause, je vais faire ci, mais avant, je n'étais pas capable. Il fallait que je passe à travers tout ça, puis là, j'en passais 1, 2, 3, puis au 3e, je m'écroule à terre. Je n'étais plus capable. C'est quoi justement les signaux là, quand tu dis OK, là, il faut que je prenne un break? Pour mes signaux à moi, c'est quand je suis incapable de réfléchir. Ouais, ça, c'en est un premier. Ouais. Comme carrément, je peux regarder mon ordinateur, puis je suis dans la lune, je suis dans le vide, je suis incapable de réfléchir. Pour moi, c'est un signe que comme, OK, je suis tellement brûlé que mon cerveau ne fonctionne plus. Fait qu'il faut que j'arrête. Des fois, c'est juste d'aller prendre une pause, de me changer les idées, de faire prendre une marche, faire quelque chose. Ça, c'est un premier signe. Pour moi, mon autre signe, c'est quand je deviens irritable. Je suis pas quelqu'un d'irritable dans la vie. Les mêmes signes, je suis joyeux, je suis un gars, je sais pas, tout le temps le gros sourire. Quand tu me vois avec une face de bœuf, c'est sûr que j'ai vraiment mal dormi, je suis fatigué, je suis brûlé. Pour moi, c'est ces signes-là parce que j'aime pas être dans cette attitude-là. Ouais. Fait que clairement, je manque de sommeil. Fait que comme, OK, il faut que je reprenne le contrôle. Ça, c'est un autre signe aussi. Toi, t'as le même. Ben, c'est parce que j'ai les mêmes signes que toi, mais ça clique bien, là, j'ai de la misère à dire que, tu sais, moi, je suis plus relax parce qu'on en parlait tantôt, quand on réécoute les vidéos après, j'ai la même position tout le long du podcast pendant 1h30, mais en dedans, c'est ça. C'est là que ça se passe. En dedans, c'est ça. Ouais, non, ça, c'est un autre signe, ouais, quand je deviens comme ça. Quand je suis stressé, tu sais, moi, je le sens au niveau de tu deviens tout crispé, le stress, puis non, ça marche pas. Ben, c'est l'irritabilité. Ben, je dirais les mêmes signes, moi aussi. Vraiment ça. Quand tu n'es plus capable de penser, puis c'est drôle parce que je n'ai parlé tantôt avec Max, on parlait d'un projet, je pense, ou quelqu'un qui a des idées, puis j'ai dit, j'ai hâte au moment où ma structure va être plus sur l'autopilote pour avoir des idées comme ça, parce que je sais que je vais décharger, dans le fond, toutes les tâches que j'ai. C'est dur, parce que quand tu es en plein développement, c'est dur de vouloir tout développer tes idées parce que tu es tellement dans le début de ta compagnie ou dans le début de ton développement que ton énergie est consacrée à maintenir la structure.
parce que t'es souvent le seul ou t'es le pilier central. Fait que t'as pas le temps de partir un peu à gauche, à droite, développer des projets ou laisser aller tes idées. Je te donne un exemple tantôt. Je passais au travers, j'avais un gros dossier à faire un matin. Je m'étais barré de 9 à 1 pour ce dossier-là. Puis j'ai passé 1 heure au téléphone avec le client pour pouvoir compléter mon travail que j'avais fait après. Puis après, j'ai rembarqué en après-midi sur mes tâches. Puis dans les courriels, tout ce que je déléguais à mon assistante, c'était transfert par courriel, transfert. Puis juste comme, close dans ça, envoie ça, réponds à ça, envoie ça. Puis mettons, dans 2 jours, quand on fait notre meeting, on a un meeting le lundi puis le jeudi pour voir comment ça avance, t'es rendu où, t'as ces questions, des trucs qu'il faut que j'intervienne. Ben là, je sors la liste de courriels envoyés à elle, puis je check, OK, c'est quoi j'ai envoyé? Là? Fait que, est-ce qu'il y a quelque chose quelque chose qui y a échappé? Mais juste ça, tu le sens que ça... Tu sais, ça fait juste sortir. Là, quand t'en as genre 5 ou 6 d'un coup, là, qui étaient comme ça, c'est pas moi qui s'occupe, ça, c'est pas moi qui s'occupe, ça, c'est pas moi qui s'occupe. Des fois, c'est pas. Tu sais, souvent, on va se prendre comme exemple dans nos trucs parce qu'on le vit. Tu sais, c'est pas juste qu'on vous en parle, on le vit. Puis, tu sais, en ce moment, toi, t'as réussi à te trouver un adjoint qui a commencé avec toi. Puis là, j'ai quelqu'un d'autre qui commence mardi prochain. J'ai trouvé ma perle que je cherchais. Ah oui, mais c'est ça, ton adjoint? Non? Ben, j'en avais un autre oui, aussi. C'est vrai, ouais, mais qui là, moi, faisait moins d'heures. C'est ta vraie adjointe, qui rentre vraiment, c'est un vrai investissement plus que l'autre, que tu vas en plus l'avoir en personne avec toi. Puis là, moi, je suis rendu dans le threshold où j'ai beaucoup donné de temps au départ dans mon entreprise. Ça a vraiment bien décollé. Puis, tu sais, un peu comme avec toi, quand on rentre du volume, la commission, l'argent qui rentre est décalé dans le temps. Fait que tu travailles fort, mais tu n'es pas tout de suite payé. C'est pas comme une vente instantanée. Puis là, j'étais en train de me questionner. Je débordais, je fournis plus des heures dans la semaine. Puis c'est pas comme si je me pognais les fesses. Disons que c'est assez intense. Puis j'étais comme crime, je prends-tu le risque? J'ai investi dans un adjoint. J'ai de l'argent un petit peu de côté, ça pourrait me permettre de faire ça. Puis tu sais quoi, j'ai réalisé que oui, c'est ça être entrepreneur, c'est d'être capable de voir le problème aujourd'hui, puis de prendre action, même si c'était peurant, même si, tu sais, au fond de moi, là, je sais que ça va être payant. Puis je sais que je me mettrai pas dans la merde financièrement à cause de ça. Le pire, c'est qu'au fond de moi, je le sais. Puis je sais très bien, tu sais quoi, tantôt on parlait de ça, Max, mais tu sais, je me dis, OK, la personne, je vais l'engager la première semaine, mettons à 20 heures semaine dans le premier mois. C'est un assistant que tu cherches? Ouais, ben dans le fond, un souscripteur avec moi qui va m'aider à tout faire mes dossiers, les monter pour que je puisse faire plus de rencontres. Attends, je vais sortir mon Indeed, on va faire ton annonce maintenant. C'est ça. On va m'en trouver une. Tu passes à l'action, tu sais qu'il faut que tu le fasses. Mais c'est ça. Et puis je sais que ça va être payant. Puis tu sais, quand je dis, tu sais, je pourrais l'augmenter à 20, 30, 40, probablement que je pourrais tout de suite le rentrer à 40 heures. Puis crème dans 1 mois, 2 mois, ça serait payant puis rentable au bout. C'est à cause de la peur que c'est ça. Ben, là aussi, le fait que dans la vie, j'ai souvent peut-être été trop all-in, puis pas assez. J'ai juste une petite coche un peu plus sécuritaire, puis ça me tirait une balle dans le pied. Le lièvre, il faudrait qu'il aille moins vite un peu. Un petit peu, des fois. Fait que pour moi, ça, c'était un peu ça. C'est-à-dire, au lieu de me mettre à 400%, je t'engage 40 heures semaine, go, je me dis, regarde, j'ai pas de l'argent à l'infini, là, comme j'ai un petit coussin là. Mais tu sais pourquoi pas juste y aller graduellement? Je diminue mon risque, puis la personne, ben, je peux mettre tranquillement prendre plus de temps. Ben, tu mets une annonce, 20 heures semaine. Dis-toi que les gens qui vont te répondre, c'est sûr que ça intéresse 20 heures semaine. T'sais, dans le fond, tu lances dans le marché, puis tu vois comment ça répond. C'est un peu ça, l'étude de marché. C'est un peu comme quand j'ai mis mon offre, j'ai reçu comme 170 de CV. OK, ben, c'est où que je me suis trompé pour en avoir autant? C'est quoi que j'ai donné trop? Plus raffiner ton... Ben, peut-être. Ou c'était vraiment juste trop beau. Je pense que tu payais 252 000 ton adjoint. Ouais, la première semaine. Ouais, la première semaine, c'est ça. Non, mais je me suis mis à penser aux conditions que j'offrais pour voir pourquoi j'ai eu autant de demandes. Est-ce que, dans le fond, j'ai été trop généreux dans mon offre? Puis, j'aime ça que tu évalues de cette manière-là. C'est bon parce que ton offre, c'est ton produit. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ton produit est si bien elle a un impact sur la santé financière de l'entreprise puis sur la croissance de l'entreprise parce que, admettons, ce que je n'avais pas évalué, je vais te donner un salaire X, je vais te donner des conditions flexibles, télétravail en personne aussi, puis j'offre un plan d'assurance complète. Puis là, moi, je n'ai pas évalué nécessairement au départ. Combien ça coûtait un plan d'assurance complet? Non, mais je savais combien il coûtait le plan d'assurance, mais je n'avais pas pensé à son conjoint et son enfant qui embarquent sur le plan. Fait que là, j'ai 2 autres assurés de plus sur le plan là, que je n'avais pas évalué sur le coup. Là. OK. Fait que c'est tous des petits points comme ça, tu sais, que... Elle a discuté que son ancien emploi, il y avait plus de vacances que ce que j'offrais. Fait que moi, je suis à l'aise avec ça. L'été, c'est plus tranquille. Elle peut en prendre des semaines de plus. Mais que moi, tu me dis le nombre de vacances, puis comme moi, je trouve ça énorme pour quelqu'un qui commence. Mais. Ben, je vais parler des clients, c'est la norme. En même temps, toi, tu me dis c'est la norme. C'est peut-être moi, dans le fond, c'est que c'est pas ce genre de personne-là que j'ai besoin, moi, pour commencer.
Peut-être. C'est ça. Il faut que j'apprenne à dire ça. C'est que pour mes besoins actuels, c'est pas ce que je recherche. Je recherche le jeune workaholic qui va vouloir en mettre en tabarouette du temps, qui va être payé en juste valeur pour ça, mais qui va vouloir en mettre plutôt que la personne qui a peut-être 40, 50 ans d'expérience, qui est déjà bien établie, puis toi, t'es rendu là, c'est ce que ça te prenait, surtout dans ton aspect. Tu sais, quelqu'un qui a une bonne drive. Entre les deux. Elle s'aligne qu'elle est jeune, puis elle a de l'expérience. Fait que c'est le meilleur des deux. C'est parfait. C'est le meilleur des deux mondes. Moi, c'est rare que la personne d'expérience ait le goût de se taper des 40-50 heures semaine à overwork. Puis moi, je sais déjà que j'engage encore peut-être la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Je pense qu'elle va pouvoir avoir de l'avancement puis qu'il va y avoir quelqu'un d'autre qui va joindre dans l'équipe. Puis on a une stagiaire aussi qui commence cet été. Là, fait que, on va voir la chimie aussi, à être plusieurs parce que... Je te l'ai dit, on va se rasseoir ici. Elle va dealer avec le marketing, elle va dealer avec l'autre adjointe qui fait du classement d'administration, elle va dealer avec la nouvelle personne qui va rentrer aux ventes, elle va dealer avec moi, les fournisseurs, puis je pense que... Je te l'ai dit, on va se revoir ici, on s'était dit au début décembre, okay, de cette année. On va s'asseoir et tu vas voir tout le progrès qu'on a fait depuis le début. On va prendre le temps de regarder en arrière pour apprécier tous les efforts qu'on a fait et les résultats qu'on a eus. Juste pour apprécier. Parce qu'on est tout le temps à gauche. Ça en est tes whisky? Hein? Ça en est tes whisky? Ah, c'est certain. On va faire une dégustation de whisky, les gars. Je pense que j'en ai des cigares. C'est certain. Ah. On va faire une dégustation de whisky-cigare, je pense. C'est sûr et certain qu'on fait ça en live. Puis là, vous allez peut-être voir qui se cache derrière. Non, la vraie couleur. Est-ce que le billet est vraiment vert? C'est toi qui me parlais d'une façon de faire un tomahawk ou un steak l'autre fois. Là, tu pourrais... Ça, j'étais tellement fatigant. Je pense que mon entourage va me trouver fatigant ou mon chum Olivier va être bien fier de moi, mais... Longtemps, il me gossait avec des affaires sous vide. Cuisson sous vide, cuisson sous vide. Il me gossait avec ça. Et ça fait genre facilement 5-6 ans, peut-être même plus longtemps que ça qu'il est là-dessus. Puis j'étais comme, ben voyons donc, c'est pas si différent que ça. Ça goûte pareil, blablabla. Puis à un moment donné, je reçois ça en cadeau. Là, 1 an, peut-être, 1 an, 2 ans, je reçois ça en cadeau. Hey, je commence à essayer ça. Ben, calique. C'est écœurant, man. Tu ne peux pas manquer ta cuisson d'un. C'est juste parfait comme tu la veux. Écoutez le script. Là. Ah ouais. Ah non, c'est écœurant. Tu peux pas manquer ta cuisson. Ça peut pas être plus tendre que ça. T'aurais beau mettre la pire pièce de viande, elle va sortir malade. Puis après ça, tu fais juste la saisir. C'est parfait. Puis oui, j'ai tout pas mal essayé à date ce qui se fait là-dedans. Des tomahawks, du poulet, des poulets qui sont juteux. J'ai essayé plein de types de viande. Mais ça fait du sens, tu sais. Au final, quand tu y penses, tu sais. Oui, c'est cuit dans l'eau, fait que t'as pas l'effet sec. Mais ouais, non, je suis c'est cuit dans sa vapeur aussi, parce que c'est dans ses sucres puis dans son jus. Fait que non, je suis rendu un fanatique de ça. J'attends encore de me donner le droit. J'attends encore le temps de me donner le droit de m'acheter un air fryer. Moi, c'est air fryer que j'ai été vendu comme toi. Ah ouais? Ben ouais. Moi, même affaire. Je suis arrivé chez Costco, spécial. Je pense que c'est comme 130$ au lieu de 200. Poignez ça. Hey, c'est la vie, pour vrai. Quand tu veux juste, mettons, t'as pas le goût d'allumer ton four, attendre. Mettons, on enlève les ailes, c'est bien plus rapide. Là. Dans le fond, les ailes, c'est quoi, 45 minutes? C'est pas tout qui est bon dans l'air fryer. Parce qu'il y a des choses que le petit gras, il est écœurant. Ouais, ça prend, je pense, quelque chose qui a du gras. Non, mais je veux dire, je vais te donner un exemple. Tu veux dire dans l'huile, mettons? Non, je parle comme, tu sais, dans le four, vu que c'est cuit, on dirait que la texture, comment je pourrais dire ça? Vu que c'est pas cuit à sec, l'aliment baigne un peu plus dans son huile, dans son goût. Fait que ça a un goût quand même, le gras. Le gras, ça, je cherchais le gras. Exemple, des frites cuites dans le four versus cuites dans l'air fryer. Je trouve pas que ça a le même goût ni la même texture. Il y a du monde qui font un genre de un spray d'huile dessus. Ouais, tu peux faire ça fonctionne aussi. Moi, j'adore qu'il y a des pointes de pizza. Là. Tu veux les pré-cuire le lendemain. Là. Tu les remets dans l'air fryer. C'est comme neuf. C'est comme neuf. Une soirée que je suis revenu avec des amis, j'ai eu la brillante idée d'essayer la photo de génie sur Facebook du toaster sur le côté, là, que ça fait une étagère à pointe de pizza. Là. Ah, pas vrai? T'as fait ça? Ouais. J'avais jamais vu cette affaire-là. T'avais jamais vu ça? En tout cas, il y a du monde qui ont trouvé ça drôle. Puis ma femme, moins, parce qu'il y a de la boucane dans la cuisine. C'est peut-être pas fait technique, ça. Vous avez pas vu la vidéo de Georges Saint-Pierre qui fait ça, justement? Il a fait une vidéo comment... des pizzas, justement, que tu avais mis au frigo, comment les refaire dans la poêle, genre? Non. Non? OK. C'était quoi? Ben, en tout cas, en gros, Georges Saint-Pierre, vous savez comment il est, là, il est un peu... mettons, il fait parler parce que des fois, il est Georges Saint-Pierre. Puis, j'aime ça, t'es poli.
Puis c'est ça, fait que là, c'était comme un restant de pizza, puis il fait une vidéo, puis comment, je vais vous montrer comment faire un restant de pizza, puis là, il met ça dans la poêle, puis il est là, puis il explique, puis en tout cas, c'est bien drôle. Fait que c'était juste ça. Georges Saint-Pierre. Pour vrai, j'ai vu une entrevue encore de lui, puis il a toujours gardé son accent qu'il avait depuis le départ. Tu sais quoi? Il y a un moment donné où, je me rappelle au début, quand il était qui a commencé plus dans UFC, qui est devenu un peu plus mainstream, puis tous les Québécois, ou en tout cas une grosse portion des Québécois, riaient de lui, riaient de son accent. Puis jamais il s'est empêché de parler en anglais. Jamais il s'est empêché de s'exprimer. Puis tu sais quoi? Tu sais, ça m'amène à des fois, on parle d'intimidation, on parle que nous autres, on essaye sur les réseaux sociaux, puis on se fait ramasser à gauche et à droite. Puis je me dis, tabarouette. Quand je l'ai regardé, je pense que c'est hier que j'ai vu une vidéo de lui, puis je suis comme crime, s'il est capable de passer à travers tout ça. Puis aujourd'hui, il est admiré des gens. C'est pas dans le Soldat de l'hiver ou dans les Avengers qu'il a joué aussi? Avenger. Oui, c'était-tu Captain America? C'est pas le Soldat de l'hiver, Captain America? Au début? Ouais, le Winter Soldier? Ouais. Ouais, il me semble qu'il est sur le bateau là, quand il se pogne. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. Oui, mais oui, il a été dans un film des Avengers, mais je pense que c'est celui-là. Mais Colin, c'est comme wow! Si on balance de son accent. Si on parle d'un accent cassé à un film de haut niveau. Là. En même temps, on se dit, crime, il faut apprendre à parler l'anglais si on veut être capable de s'ouvrir le plus de portes possible dans la vie. Il faut quand même comprendre que l'anglais, c'est une langue qui est très universelle. Mais pourquoi on rit des gens qui essayent de sortir de leur petit cocon? Pourquoi, à vrai dire, j'ai vraiment de quoi contre... Pourquoi dans la société, il faut tout le temps qu'on rabaisse les gens, qui essayent de s'élever, qui essayent de grandir, qui essayent de se développer? Il faut tout le temps qu'on les ridiculise, qu'on les rabaisse, qu'on essaie, on dirait, de les retenir à notre niveau. Est-ce que tu penses que c'est de l'insécurité ou du manque de confiance? Les deux. Je pense qu'on transmet nos peurs à nous ou nos désirs ou est-ce que nos regrets aussi. Tu sais, j'aimerais donc bien parler anglais, je suis donc bien, cette personne est donc bien bonne. Fait qu'à la place de je sais pas, moi, l'aider vers le haut, je vais la ramener à mon niveau. Un peu comme les relations toxiques. Puis le pire, c'est que souvent, les gens, ils pensent pas, là, mais mettons que tu veux te lancer en affaires ou tu veux lancer une business ou un concept, là, c'est tellement plus simple de t'inspirer de ceux qui réussissent puis modéliser le modèle. Pourquoi on changerait une recette gagnante? On a juste à l'adapter à notre personnalité. Le fameux, tu sais, toi, mettons, moi, j'aurais PC Jolicoeur du courtage. Toi, mettons, t'as le Denis Bourque, mettons, des planificateurs. Je l'écoute. Vraiment, il était carré pour elle. Lui, good job, Denis. Ouais. Pour vrai, ça prend du gut, s'afficher. Il n'est pas jeune non plus, il n'a pas 20 ans, qui a décidé de se lancer là-dedans. C'est pas la seule personne dans la quarantaine. Je pense qu'il est dans la quarantaine. Je ne pourrais pas m'avancer là-dessus. Là, mais tu as l'autre avocate, un moment donné, que tu m'avais parlé. Là, Alpin Gauthier. Ça, Alpin. Mais il y en a un autre aussi, elle est blonde. Là. Ouais, l'avocate Rose, je pense. Non, pas elle. Elle est blonde à genre 65 ans, je pense. OK, parce qu'elle était blonde elle aussi. Ouais. Mais bref, je trouve que les gens osent. Je trouve ça beau, mais pour donner un exemple des deux, c'est comme pendant rendu les deux plus connus dans chacune de leurs sphères. Pourquoi changer une formule gagnante? T'sais? Ils parlent de ça. Puis la formule gagnante étant la suivante, t'afficher sur les réseaux sociaux. Ouais. Après ça, on s'entend, c'est sûr qu'on va aborder des sujets similaires, mais chacun avec sa personnalité, chacun avec son bagage différent, son background. C'est ça que j'admire, c'est d'avoir trouvé une façon de véhiculer un message qui est important. Parce que c'est du contenu de qualité. Ça me dépasse quand je vois des affaires qui pognent des fois. Je me dis, mais voyons donc, ça pogne ça. Comment ça se peut? Pourquoi tu penses que les journaux... OK, ça fait des lustres là, que le concept de journal existe. Là, on peut remonter bien loin dans le temps. Pourquoi ça a toujours été un accent mis sur tout ce qui est sensationnalisme? Okay? C'est toujours... C'est pas un mot facile à dire. Non, mais tu te lances. Sensationnalisme. OK? Pourquoi c'est ça qui pogne? Pourquoi il faut toujours parler des sujets qui sont dark, des sujets qui pognent? Je pense que les gens ont envie de vivre de l'émotion. On a envie de vivre l'émotion. Le TikTok, YouTube, c'est la nouvelle ère des journaux. Ben, ça va être la même affaire. Qu'est-ce qui va pogner? Les accidents, les gens qui se battent, tout ce qui fait réagir le monde, que ce soit positif ou négatif. Ouais. Quand tu viens chercher la réaction des gens, pourquoi tu penses, on a suivi une couple de formations, on a consulté des agences pour faire des vidéos. Pourquoi ils nous disent, soyez, comme mettons ta phrase accrocheuse au début, faut qu'elle accroche, faut qu'elle suscite l'attention. Faut t'amener les gens à commenter avec ça des phrases qui Occupation Double était bon là-dedans. Quand même, hein? Il faisait des shots là, que tu voulais voir ce qui se passait dans la fin de semaine. Attendez à la fin, les petites caméras. Mais c'est ça, c'est comment garder l'attention des personnes, comment les amener à commenter. Mais je suis pour et je suis contre ça. C'est peut-être mon côté trop
je veux être transparent dans la vie, je vais être honnête. J'haïs tout ce qui est clickbait. J'haïs tout ce qui est genre pour manipuler un peu les gens à m'écouter. On dirait que j'ai le goût de bâtir un réseau ou des gens qui ont juste le goût de m'écouter pour qui je suis. Pas pour mon côté clickbait, mon côté genre accrocheur parce que je l'ai fait languiner jusqu'à la toute fin. J'ai juste le goût d'être moi puis de m'afficher comme ça. Ben, je pense que c'est ça au final qu'il faut faire. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Mais je crois qu'il y a quand même des professionnels en arrière qui t'accompagnent pour ajuster ta stratégie, à cibler c'est qui aime ça, les gens comme toi, puis qui a envie de t'écouter. Parce que c'est un défi quand tu veux faire du contenu de te dire ce que j'ai à dire, puisque les gens ont envie d'entendre, c'est pas nécessairement la même chose. Mais de quelle façon je peux véhiculer mon message d'une façon qu'eux ont envie d'entendre. Je pense que Denis le fait bien, justement. Ouais. Puis je pense qu'il faut accepter que si on décide d'emprunter la voie qui est peut-être plus. C'est l'air d'avoir une petite belle maison en plus. Denis. Ben, quand il fait son podcast dans sa cour, c'est dans sa cour. Il y a une belle cour. Puis oui, des fois, on a fait en dedans de chez eux, très, très belle. Très belle résidence. Excuse-moi de t'avoir interrompu pour plugger qu'il y avait une belle. Peut-être qu'un moment donné, on pourrait se faire inviter les deux. Là, ben, je m'en allais pas là. Oui. Mais... Moi, j'irais prendre un café volontiers. Là, juste pour jaser avec. Ça pourrait même pas être tourné. Je serais. On est tellement les deux curieux de connaître les gens. Tu vois, c'est ça que ça m'a amené. Et les gens me demandent qu'est-ce que ça t'a amené d'avoir un podcast. Parce que j'ai mon podcast Outside the Box. Puis tu vois, mettons, là, j'ai fini ma saison 1. Puis je lance la saison 2. Puis ça serait un réflexe de me dire, hey, j'aurais envie de jaser avec Denis. Puis je me dirais, ben, je vais l'inviter. On a quelque chose qui pourrait être intéressant à dire. Puis ça pourrait bénéficier aux autres. Je vais l'inviter. Puis on va tourner. Comme ce qu'on a fait quand on a lancé Billet Vert. On se faisait des masterminds. Puis tu disais, hey, on devrait partager ça, ce qu'on s'échange. Ouais. Ben, tu sais, je me suis dit, c'est pas toujours intelligent ce qu'on dit, mais ça peut amener quelqu'un à réfléchir, quelqu'un à se poser une question, à aider. Ouais, puis on se laisse aller, là, c'est 1h30 aussi, là, on se laisse aller. Là. Ben oui, si on faisait du 10-15 minutes, tu vas être plus concentré. Mais non, j'y crois. Puis, tu sais, en revenir au réseau, mais je pense qu'il faut accepter que quand tu décides d'aller vers la voie qui est plus naturelle, plus. Il n'y a pas d'arnaque ou de clickbait ou de quoi que ce soit, ça va peut-être être un petit peu plus long à monter parce que tu n'utiliseras pas des tactiques X, Y, Z pour aller chercher les gens, susciter. Mais ce qu'on va développer, par exemple, c'est des relations beaucoup plus solides avec notre public. Ben, j'ai eu mes premiers haters, moi, en fin de semaine. C'est vrai, tu nous avais envoyé ça. J'ai essayé de retrouver ton vidéo, je ne l'ai jamais trouvé. Celui que tu as vu ton commentaire. J'étais content parce que ça démontre que c'est un hater. C'est un hater. Mais t'as pas pogné le pied des haters non plus. Non, mais c'est parce que. Il était quand même poli dans son. Parce que l'affaire qui est arrivée, c'est on a mis un reel, un segment du podcast. Fait que ça, c'est une autre leçon que j'ai eue. C'est pas une leçon, mais ça a pris son sens. C'est quand ils disent vous prenez un extrait puis vous mettez hors contexte. Ben, c'est un peu ça qui est arrivé. C'est un peu ça qui est arrivé. Il y a une vidéo courte qui a été mise en ligne où est-ce que j'ai reçu François Jallet-Dubois du groupe Day Trading. On a parlé que Tesla avait vraiment shaké le marché des véhicules électriques. Puis que ça a fait du bien parce qu'avant ça, ta Prius puis ta Honda là, avec les ailes là, coupées dans la moitié des roues, là, que c'était là en maudit, ta Volt, il n'y a pas grand-chose. T'en veux-tu une bonne? Devine que j'ai écouté en montant. Cet épisode-là. Oui. Bon, fait que je vais faire ce cours en place de t'expliquer tout le contexte. Mais là, ton extrait, je l'ai assez frais dans ma tête. OK. Ben, on parlait là de ça. Oui. Puis, le gars, il m'a répondu. Mais attends, moi, c'est parce que je suis d'accord avec ce qu'il a exprimé comme point. Mais c'était quoi l'extrait de bord? C'était où ça coupait l'extrait? Parce que ton point étant que dans le fond, il disait Tesla a changé ça, mais dans le fond, il s'est rectifié. Il a dit c'est pas que ça a changé. Et je pense que ça a peut-être accéléré le développement puis accentué la rapidité dans laquelle on se lance dans l'électricité. Je pense que c'est parce que quand on a créé le contenu, la personne s'occupe de mettre les vidéos en ligne. Le titre disait genre les voitures électriques doivent toutes à Tesla ou quelque chose comme ça. OK, vraiment, là, clickbait à côté. Elon Musk ah ouais, je comprends, OK. Là, lui, il a répondu, mais lui, c'était le dernier qui a répondu. Au début dans la journée, j'avais quelqu'un qui avait répondu justement la première voiture électrique a été faite en 1834, là, j'étais comme, bon, mais OK. Souvent, les gens, tu sais que trois quarts des gens, excuse-moi de couper, trois quarts des gens, quand ils commentent, là, ils ont juste lu le titre, hein. Mais c'est ça que je me dis qui est arrivé. Je me suis dit, c'est ça qui est arrivé. Fait que j'ai lu son commentaire. Puis là, je me disais, sa source est-tu fiable? Je suis allé voir sur Internet. Puis là, ça disait première voiture électrique dans l'année qui disait ça avait la taille d'un jouet. J'étais comme, je vais-tu vraiment me défendre avec ça? Là? Puis j'ai répondu de quoi de nerd en disant, ben oui, ça fait longtemps que ça existe, mais dans le fond, ça a innové puis ça a évolué un petit peu plus tard, même si ça fait longtemps que ça existe. Puis là, ça faisait 4 fois qu'il y a du monde qui me commentait cette vidéo-là dans la fin de semaine. Puis là, c'était tout le temps genre du monde qui était comme frustré, là, sûrement des pros chars électriques, là, qui prenaient ça à cœur. Fait que là, je commençais à trouver ça un petit peu moins le fun. Puis le dernier, le plus long commentaire que j'ai reçu,
Là, je me suis parlé pendant un instant à me dire comment je peux répondre de façon positive à la place de dire hey, allez-vous me crisser la paix avec. T'as-tu essayé ChatGPT? Non. Comme Eric Gravel il a fait, j'ai fait ça bien pour plus répondre. court que ça. T'as-tu vu ça? Non. Il a reçu, il y avait un échange de courriel avec un client, dans le fond, qui avait acheté son Ice Epoxy. Puis, dans le fond, Eric, il dit, il y a un label sur son truc qui dit, quand tu appliques une couche, il faut t'attendre à peu près pas loin de 24 heures. Je pense que c'est ça, 24 heures pour, bref, le refaire. Puis là, il n'arrêtait pas de poser des questions au client. Puis à la fin, il était comme, dis-moi, je veux le faire en 6 heures. Mais tabarnak, ça ne se fait pas en 6 heures. C'est 24 heures, câlisse, qu'est-ce qu'il y a de plus clair? Puis à un moment donné, il explique dans la vidéo, il dit, je ne sais plus comment y dire, je sais pas comment le refaire encore. Fait qu'il a pris le message, il a mis ça sur ChatGPT, puis il a dit, peux-tu me trouver une façon d'y répondre professionnellement pour clôturer le tout? ChatGPT, il a sorti toute qu'une belle petite réponse. Je pense qu'il s'en sert pas mal, le ChatGPT. Oui, puis pour vrai, il peut des fois avoir une efficacité avec ChatGPT quand tu as un blocage. Quand tu ne sais plus quoi écrire, quoi faire, tu as besoin d'inspiration. Ou même pour aller en chercher plus. Oui. Moi, j'y crois. Ça peut devenir un super beau compagnon. Définitivement. Moi, j'ai fait ça plus court que ça pour mon commentaire. J'y ai suggéré d'apporter ses connaissances puis de nous partager ce qu'il sait qu'on sait pas. J'ai vraiment aimé ton commentaire. Tout simplement. Si tu sais des choses qu'on sait pas, tu peux m'accuser de pas le savoir ou tu peux nous partager l'information pour qu'on sache. Ouais, mais tu sais quoi? Trois quarts du temps, ils n'ont pas plus l'information. Non, il n'a pas répondu. Il a arrêté ça là. Il arrête ça là. C'est la réponse facile. Ouais, mais j'ai dû peut-être qu'il aurait aimé ça, tu sais, que ça aide dans un débat ou quelque chose comme ça. Là. Souvent, ces gens-là vont chercher à avoir la confrontation. Fait que si malheureusement, tu arrives d'une façon neutre ou d'une façon positive, ben, l'intérêt de leur côté. As-tu déjà entendu le mantra « Kill them with kindness » ? Oui. J'adore. J'essaie de faire ça maintenant avec toutes mes vidéos TikTok là, qui posent quand j'ai un commentaire négatif. Oui. Hey, je suis toujours avec une bonne journée, avec un beau petit sourire. Exact. C'est sûr qu'ils trouvent que mon sourire est peut-être coquille, je sais pas. C'est un bonhomme sourire, fait qu'ils n'ont pas la vraie face en arrière, mais pour vrai, je le pense honnêtement. Quand je passe une belle journée, je me dis, si tu t'es levé un matin, puis tu t'es dit, moi, je m'en vais sur TikTok, puis je m'en vais bâcher chez les gens. Je pense pas que ça s'est passé de même. Vraiment pas, mais en voulant dire, je te souhaite une meilleure journée. Tu sais, comme, je te souhaite que ça aille un petit peu mieux. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu penses que quand tu dis à quelqu'un, mettons, hey, t'as pas l'air d'avoir une bonne journée ou quoi que ce soit, tu penses que c'est une micro-agression? Quand quoi? Tu disais, mettons, à quelqu'un, hey, tu dois pas avoir une bonne journée, mettons, pour répondre de même ou dire ça. Moi, j'ai appris des fois que se faire dire la vérité en pleine face, ça réveille des fois. C'est clair. Puis moi, personnellement, il y a des moments où j'en ai besoin. J'ai besoin de me faire dire, hey, wake up, les gars. Fait que quand je dis, mettons, ça m'est arrivé de faire des commentaires du style, je suis vraiment désolé pour toi, tu dois vraiment pas avoir eu, mettons, une bonne semaine pour aujourd'hui réagir de cette façon-là. Je te souhaite que ça aille mieux. Bonne journée. Souvent, j'ai même pas de commentaires après ça. Mais je me dis peut-être que la personne a fait comme. Quand elle lit, mais quand elle lit, elle t'entend pas le dire comme tu viens de le dire. Non, ben là, comment qu'elle lit dans sa tête, c'est son problème. Mais moi, ça m'est arrivé de lire des commentaires de gens qui m'ont répondu, peut-être plus jeunes ou peu importe. Oui, il y en avait un qui t'avait humblé aussi dans les commentaires. Puis j'avais fait comme, hey, merci. C'est quoi, c'est vrai, j'ai pas une bonne journée, je m'excuse. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça, des fois, juste dire la vérité. Puis ça se dit de façon polie, là. Puis même dans ton message écrit, tu peux l'écrire d'une façon qui n'est pas coquille. Ou si tu mets tes 3 petits points, ou est-ce que tu mets ta virgule, ça change l'intonation de ton texte. Après ça, c'est sûr que tu n'es pas à la place de la personne qui lit dans sa tête avec sa voix qui est peut-être déjà fâchée. Mais encore une fois, souvent juste le contenu du message peut faire réfléchir. Puis, si tu vois qu'il continue, ben, tu le laisses aller. Là. Mais je trouve que des fois, ça va bien, ça aide. Puis, tu sais, j'ai vu un TikTok, je sais pas si c'est toi qui me l'as envoyé ou moi qui te l'ai envoyé ou peu importe qui c'est qui m'a tagué là-dedans, mais c'est une personne qui disait, je pense que l'intervieweur demandait genre de la juger ou de la critiquer. Puis elle avait répondu, je suis qui pour... Puis c'est plate, je trouve plus son nom, mais elle a dit, je suis qui pour te critiquer? Je te connais pas, je sais pas d'où tu viens, je sais pas qu'est-ce qui t'a amené à être la personne que tu es aujourd'hui? Comment, moi, je peux te critiquer? Tu sais quoi? J'ai aimé cette réponse-là, puis ça me fait réfléchir. Ben oui. Que des fois, tu sais pas ce qui s'est passé dans la vie de la personne. Tu sais pas ce qu'elle vit présentement. Peut-être que là, elle a le sourire, là, mais Christy, la personne a le goût de s'enlever la vie, puis tu ne sais pas ça. Puis elle continue de garder ça derrière son masque. Puis je pense que c'est important des fois de réfléchir. C'est avec des artistes aussi, des artistes qui étaient connus, là, qu'on ne savait pas qu'ils souffraient de dépression, là, puis qui sont partis. Je suis pas mal sûr que 3/4 des gens n'auraient aucune d'idée que je souffrais, que tout ce que j'ai pu souffrir dans le passé, ou que des fois, qu'est-ce que je peux avoir comme idée de dépression ou de peu importe. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Fait que tu dois juste avoir de la compassion, de juste prendre le temps de réfléchir avant de faire un commentaire, d'essayer d'analyser. Mais c'est dur. Puis je sais que
c'est pas tout le monde qui est capable de se mettre à la place des gens, d'avoir une conscience de son environnement. Faut que tu relates avec quelqu'un pour se mettre à sa place au début. J'arrive à me mettre à la place des gens sans même relate avec eux. Mais je l'ai développé, cette vertu-là. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas eu depuis que je suis né. Tu l'as développé par tes expériences. Mes expériences aussi, par mon désir depuis une couple d'années de vouloir me développer puis vouloir grandir comme individu. À vrai dire, je te dirais que non, il y a beaucoup de choses qui sont développées dans les 3 dernières années quand je décidé que je voulais grandir comme personne. Mm-hmm. J'avais le goût de me développer, d'acquérir, je sais pas comment le mettre en mots, mais d'avoir une nouvelle façon de voir la vie. Parce que je trouvais ça rough par moment. Puis, tu sais, je me trouvais peut-être des fois fatigant à juger, chialer sur les gens. Puis, moi aussi, de tout le temps être down, d'avoir quand il m'arrivait des situations. Les lectures, ils amènent ça. Ils amènent des idées, puis ils amènent des nouvelles façons de voir les choses. Quand tu lis des livres, là, c'est ça que ça fait comme effet, je trouve. Oui, bien d'accord avec ça. C'est comme ça que je suis retombé en amour avec la lecture. Quand j'ai ouvert Rich Dad Poor Dad en 2014. Ce gars-là, il a fait de la palette avec ce livre. Les opinions sur lui sont partagées. Là, moi, j'ai écouté un documentaire là, qui était pas... Moi aussi, je trouve qu'il est rendu spécial un peu, là, mais le principe de base là, que j'essaie d'expliquer à tout le monde, puis je pense que tout le monde devrait lire ce livre-là pour comprendre ça, tu travailles pour du revenu, tu le dépenses. Ou tu travailles pour du revenu, tu mets dans des actifs qui te génèrent du revenu, puis tu dépenses. C'est juste une position que tu changes. Ton argent, à la place de dépenser, ta place, puis tu dépenses celle du placement qui te génère. Ça change toute la game. Ça a l'air simple comme ça, mais pensez-y 2 fois. Mais tu dis ça a l'air simple, mais dans un contexte économique comme aujourd'hui où tout est poussé vers la dépense, tu es né, puis on t'amène à vouloir dépenser, tes parents t'aiment dépenser, c'est dur d'inculquer ça aux jeunes. C'est dur d'inculquer ça aux jeunes. En passant, je suis d'accord avec toi, 100%. Je te donne un exemple. J'ai vu hier, en allant ma notification sur TikTok, j'ai vu quelqu'un qui a mis une vidéo. Je la connais pas, mais c'était sur mon fil. Puis elle restait en région, puis elle avait l'air d'avoir un rythme de vie comme on avait avant. Tu sais, où est-ce qu'ils travaillaient sur le terrain en famille ou ensemble, ils prenaient du temps à l'extérieur, faisaient des sports motorisés, ou tu sais, il y avait un rythme de vie où il n'y avait pas nécessairement de consommation. Là, dans le fond, il y avait leur place, puis ils étaient bien à leur place. Fait que, tu sais, je pense que. Ça existe encore. Oui. Je sais que ça existe. C'est juste dur parce que. C'est pas que c'est dur. C'est pas que c'est dur. C'est que quand. Je vais te donner un exemple. Quand ça fait 10 fois que tu tombes sur une sortie qui a une grosse pancarte marquée avec des bonbons, mettons, à 2 cents, ça se peut qu'à la 5e shot, qu'on te le met en face, tu fais comme être la chenoute, j'arrête. Là, quand on dit le self-control, d'être capable de se contrôler, il y a un moment donné où c'est tough de le toffer. Fait qu'on est dans un air où, à tous les coins de rue, sur cellulaire, dans la rue, des magasins, on est amené à vouloir consommer. Fait on se compare avec les gens qui nous entourent, on est amené à consommer. La société est focusée sur la consommation tellement que c'est dur. Avant, là, mettons, il y avait moins de TV, il y avait moins. Tu profitais un peu plus de dehors, il n'y avait pas des pancartes à tous les coins de rue. Je pense qu'il y a toujours eu quelque chose. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas quelque chose. C'était moins présent. C'est vrai. Tu peux pas dire le contraire. Non, je sais. T'enlèves le cellulaire, t'as beaucoup moins de présent. J'essaie de penser avant comment c'était. Avant, on profitait un peu plus peut-être de chez soi, on était moins tout le temps à sortir. Là, aujourd'hui, les magasins, les restaurants, t'es rarement chez vous, t'es en train de bouger partout. T'as les pancartes à grandeur tapissées d'annonces puis de promotions. Cellulaire, t'annonces partout. Ordinateur, comme t'as de l'incitation à la consommation à toutes les 2 coins de rue. La technologie, c'est assez beau. Ça amène aussi d'autres facteurs. Oui, mais ça a des outils aussi. Je prends l'exemple là, des gens qui font du trading. Ouais. Avant, là, je parle du temps que tu pites, là, que tu criais de ta transaction. Maintenant, là, c'était moins rapide, mais maintenant, tes plateformes, ils te permettent, là, tu peux mettre un max que tu peux perdre par jour. Ça veut dire qu'ils te permettent de crier. Non, mais ils te mettent, mettons, tu peux mettre dans tes réglages un maximum que tu peux perdre par jour, un maximum de transactions à partir de. Un max daily loss, mettons, là, où est-ce que dans ta journée totale, tu peux pas perdre plus que ça, sinon il te barre. Un nombre de transactions totales, après telle heure, il te barre ton accès. Fait que, la technologie a aidé des gens qui pouvaient pas faire ce domaine-là à pouvoir le faire parce qu'ils ont automatisé avec les plateformes. C'est comme l'équivalent de se faire barrer d'un casino quand t'es. Même principe. Quand même pas pire, ça. C'est une autre affaire aussi. T'as vu ça, les beaux casinos en ligne? Hein? Une autre incitation à let's go, gamble.
Ouais, j'en vois pas tant, je pense. Pour vrai? Non, j'en vois C'est très pas tant. populaire aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Les casinos en ligne, mais casinos crypto-monnaie. Beaucoup moins réglementés. Ben, même au Québec, c'est de plus en plus populaire. Là. Ouais, Moi, ouais. j'en vois souvent justement des annonces puis des influenceurs qui Très se mettent populaire. Ah ouais. Hein? Ben oui, tellement populaire parce que. Je suis où, moi, que toutes ces affaires-là que vous voyez? C'est peut-être parce que je suis très ancré technologie, je veux pas que l'autre compagnie que j'ai. Ouais, peut-être. Puis le fait que j'ai grandi un peu plus peut-être proche de ça. Je suis un ancien gamer. Ouais, J'aime beaucoup la technologie, à vrai dire. Dans le sens où, tu sais, toi, t'aimes lire sur des, mettons, lire des livres de développement, puis pour grandir, ben moi, j'adore me renseigner sur la technologie. Ouais. Je suis beaucoup de YouTubers sur la technologie. Il y a quelque chose qui pop en quelque part, je m'en vais faire une recherche. Ouais. Ah, c'est quoi ça? Ah, mais je te comprends, ça me fait ça que l'investissement aussi. Là. Bon, fait que, tu sais, j'ai le même côté Ouais. là-dedans. Fait que je l'ai découvert pas mal. Puis, veux pas, mon contenu est tellement américain, malheureusement, sur YouTube, que sont en avance sur nous sur bien des affaires. Fait que je l'ai découvert une fois. Faisons ça, trouvons-nous un projet technologique pour le prochain épisode. On va pouvoir faire on part un projet là, de technologie, puis on essaie de partir ça from scratch, puis de bâtir un plan d'affaires. Vendu. Fait qu'en 1h30, on part une entreprise. Puis on la donne gratuite à tout le monde. Si t'aimes les techs, ça pourrait être un domaine dans les techs. Ah, ça pourrait être OK. On va réfléchir à ça. On peut brainstormer là-dessus. Prochain podcast, on développe une business en live. On pourrait. OK. On peut se mettre à l'eau. Vendu. On essaie ça. Et boy, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tu te bloqueras genre, une couple d'heures avant là, pour être fresh mentalement. Là, pour faire, pas comme moi qui est arrivé ici avec un zoom dans le char là, sur le Bluetooth. J'allais chercher Max, Max rentre dans le char. Je suis comme, ouais, je t'en rends compte, baisse le son. Mais c'était pas super, c'était le CA de la Maison des Jeunes, parce que je suis bénévole dans le CA. Le pire, c'est que tu sais, j'ai un agenda en ligne que les gens peuvent aller réserver. Ouais. Il n'y a personne qui va réserver dessus parce que. Non! Mes vidéos, dans le fond, j'ai réalisé qu'ils ne pognent pas avec le grand public. Ils pognent avec mon entourage ou les gens qui ont déjà croisé ma vie un jour. J'ai plein de gens qui m'appellent, que j'ai connus il y a 5 ans, 10 ans, comme Hey PO, j'ai vu que tu faisais des hypothèques. Hey, je veux prendre rendez-vous. Fait que je suis vraiment content. Ça veut dire que tu as laissé une trace de confiance dans leur vie. Ah, ouais, j'avais pas vu ça de même. Ben oui, parce qu'ils sont à l'aise et ils dévoilent leurs chiffres. Ben oui, ce côté-là, tu as raison, mais c'est vrai que je l'avais pas vu de même. C'est vrai que pour qu'on m'appelle puis qu'on ose m'en parler, c'est quand même. Mais mes vidéos pognent vraiment juste avec ce monde-là. Je suis pas encore à la PC où c'est du monde par rapport qui m'appelle. Quelques-uns. Mais bref, j'ai une courtière immobilière qui m'a référé un dossier. Puis, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai un système de référence où tu rentres tes informations comme partenaire, puis automatiquement, ça crée une fiche contact dans mon CRM. Puis tout de suite, j'appelle le client. Mais elle a, dans le fond, donné, mettons, mon lien pour aller prendre le rendez-vous. Fait qu'à un moment donné, j'ai un rendez-vous qui pop dans mon agenda. Mais normalement, je book, genre, avant notre rencontre d'aujourd'hui, notre podcast de 7h à 9h, je me mets comme un bloc de 2 heures avant où je suis sur la route. Fait qu'il est gelé. J'avais oublié de le faire. Elle pogne un rendez-vous de 5 à 6. Je suis comme, ah, shit. Et là, dans mon Calendly, c'est soit que tu mets ton courriel ou qu'on le fait en téléphone. Mais quand tu mets le courriel, je demande... Les gens sont pas obligés de mettre le téléphone. Fait que j'avais pas son numéro de téléphone non plus. Fait que là, j'ai envoyé un courriel. Elle m'a répondu, elle m'a appelé. Puis là, j'ai réussi... Hier, en après-midi, j'ai réussi à booker le rendez-vous comme de 7 à 8. Ça, c'est une habitude que j'avais perdue. Quand tu sors, là... Faut que tu te mettes un bloc avant. Ouais. Après aussi? Oui, après aussi. Ouais. Ben oui. Moi, j'appelle ça sur la route. Ouais, c'est ça. Moi aussi. Ouais. Route-retour ou route-rencontre. Non, mais pour vrai, mais faut que tu y penses. Puis avant mon toc, là, j'allais dans la description, puis j'ai en route vers la rencontre. À un moment donné, je suis comme, OK, mais pourquoi je fais ça? Juste route-rencontre. C'est sûr si t'en vas, là. Je traquais tout parce que je me disais, c'est une étape de justement, tu sais, quand tu recrutes, puis tu veux savoir qu'est-ce que tu as à déléguer, mais d'avoir déjà tout tracké l'information des tâches que tu fais dans une journée, c'est facile après d'ouvrir tes livres, de dire, OK, dans un mois, dans une semaine, c'est quoi les tâches que j'ai faites, combien j'ai mis dans l'admin, puis dans les tâches d'admin, c'était quoi. Fait que, mettons, tantôt, j'avais gestion des affaires de, mettons, 1 à 3, puis c'était écrit, mais tel dossier, tel client, tel dossier, tel client. Fait qu'après ça, ben c'est facile de dire à mon assistante, ben ça, c'est les tâches, dans le fond, que tu as à faire. Check mon agenda, puis c'est ce bloc-là que je te donne. OK, c'est pas super, ça. Mais... Je crois beaucoup à tracker du data. Tu fais-tu encore ça? Oui, je l'ai fait encore tantôt. Ouais, je le fais encore. Non, pour le route-rencontre, non, je le fais plus, ça. Non, mais je suis d'accord avec toi pour le tracker, les datas. On est pas mal fan. Mais comment tu peux t'améliorer si tu sais pas. Si t'as pas de point de repère, t'as pas de. On est tout le temps en train de comparer tout, de regarder comme. Tu sais, tantôt, t'as dit pourquoi. C'était quoi déjà que t'as fait? Hey, j'ai un blanc de mémoire.
T'as dit que t'avais fait... en tout cas, j'ai perdu aussi que je m'ennuyais avec ça. Mais tout ça pour dire que oui, la data, ça aide beaucoup. Ça permet de mesurer justement ses succès. Dans mon CRM, là, je montrais ça un moment donné à un collègue. Mais, mettons, j'ai tous les partenaires, mettons, potentiels que j'ai uploadés là-dedans. Je peux voir lesquels que j'ai appelés, qui sont encore dans le moulin, qui ont accepté, qui ont refusé, que c'est à suivre parce que je vois qu'ils sont entre deux ou qui m'ont refusé. Puis après ça, sur chaque partenaire, je suis capable de voir combien de références qui m'ont référé dans l'année, dans le mois en cours, comparé à l'année d'avant, en pourcentage. C'est quoi l'augmentation? Je track de la data à côté. Je pense que c'est comme ça que tu peux vraiment step up ta game. Puis, tu sais, j'avais une rencontre tantôt. Puis... Ben, tu veux savoir, je veux juste aller un point. Tu veux savoir qu'est-ce qui me permet de... comment tu peux t'en servir? Parce que tracker de la data, c'est une chose. T'en servir, c'est un autre. Je vais donner un exemple. Si, mettons, je sais pas, mois de janvier l'année passée, ce mois-ci, ce trimestre-ci, j'ai un partenaire, il est à 100% de croissance en référence pour le même trimestre comparé. Check-moi bien de l'inviter à souper et aller leur remercier de sa confiance. Ouais, mais je pense en donner à ton gars de Scotia. Là. Oui, j'ai en donné. Tu veux-tu une joke? J'ai laissé un message à ma BDM de me rappeler parce que je veux me rappeler, puis d'un, je veux vérifier. Légalement parlant avec l'AMF, j'ai-tu le droit d'y faire un cadeau? Puis je vais lui payer une coupe de bouteilles de vin, puis de quoi? Parce que pour vrai, il m'a aidé dans des dossiers que honnêtement, je pensais que ça foirait. Puis moi, je suis quelqu'un de donnant dans la vie. J'aime dire merci, puis pas juste le dire verbalement, de récompenser, mais avec l'autorité des marchés financiers, c'est un peu des fois touché. Qu'est-ce que tu as le droit de donner ceux qui décident en cadeau ou pas, là, tu sais. Fait que j'étais comme, je veux juste vérifier pour être sûr. Fait que, mais oui, tu sais, comme, j'aime ça juste dire, hey, merci. Merci du coup de main que tu me donnes, merci de l'aide que tu m'apportes. Puis je sais qu'en retour, c'est du temps qu'ils ont fait. Tu sais, quand ils ont priorisé, mettons, un de mes dossiers parce que j'étais dans la merde, je sais que c'est parce que c'est un autre dossier qui n'a peut-être pas été priorisé. Ouais, exact. Tu sais, il m'a fait une fleur, puis je l'apprécie, puis il sait qu'en retour, moi, je peux le faire. Puis, tu sais, oui, je deliver aussi de mon côté dans comment je monte mes dossiers. Mais, non, mais tracker de la data, c'est super important. Puis le bien l'utiliser après, c'est une autre paire de manches que pas tout le monde sait comment faire. Tu vois, tantôt, j'avais un rendez-vous à 3h, puis tu sais, je pense que ça fait 3 rencontres qu'on fait. J'ai ramassé son dossier sur la bande parce qu'il y a un conseiller qui partait puis il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Puis on avait un rendez-vous tantôt. Puis d'habitude, il se présente tout le temps, super poli à son affaire, puis tout ça. Puis il n'était pas au rendez-vous. Puis je me suis laissé une note qui ne s'est pas présentée. Puis j'ai été créer une tâche dans 2 semaines pour faire un suivi. Je me suis dit, il y a peut-être de quoi il est arrivé. Fait que je vais lui laisser du temps. Puis dans 2 semaines, je vais dire hey, ça va, on a manqué le dernier rendez-vous. Est-ce que tu es dispo pour qu'on remette ça? Rendu ton niveau d'intérêt, c'est correct. Puis c'est grâce au CRM que je vais le refaire. Puis s'il me répond pas, je vais le décaler dans. Poche. On va être obligé d'attendre dans 2 semaines pour savoir ce qui s'est passé. Ouais, mais sur 2 semaines, les podcasts. Fait que. Ouais, je sais, mais moi, il faut que j'attende 2 semaines pareil pour le savoir. Ouais. Vous autres, ça va passer vite, là. Ouais. Mais ouais. moi, on va être pogné à tu vois, j'en ai un autre, un dossier qu'on était censé régler. C'est un petit moment que ça traînait plus tard que prévu. Puis là, je suis mis sur les plateformes avec cette personne-là, puis j'ai vu qu'il a perdu son père cette semaine, tu sais. Puis j'étais comme, waouh, je comprends, tu sais. Puis je suis content de pas avoir mal interprété ou réagi face à la situation, tu sais. Ben, des fois, quand les gens sont pas réceptifs, des fois, il y a quelque chose que tu sais pas. Tantôt, tu disais, tu connais pas la vie des gens, mais c'est ça. Tu sais pas ce qui se passe à l'intérieur, puis tu sais pas qu'est-ce qui l'a amené à être qui est aujourd'hui. Elle a peut-être vécu des traumatismes dans sa vie qui l'ont transformé. Puis aujourd'hui, ce qu'elle a besoin, c'est pas de se faire bâcher, c'est peut-être de se faire aider. Exact, c'est ça. Mais hey, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais pas en tout. Mais j'ai eu des fois, faut comprendre. Des fois, faut pas essayer de savoir qu'est-ce qui se passe dans ma tête pour que je fasse des liens entre 2 affaires, OK? Mais ce que je trouve qui est bon, par exemple, c'est qu'à mettons, tu vois, tantôt, tu m'as interrompu. T'es parti, genre, ailleurs de ce qu'on disait, mais t'es revenu. Tu sais, fait que. J'essaie de ramener. J'essaie de ramener des fois. Mais je sais pas comment il fonctionne mon cerveau. Parce que t'as genre dit, désolé de te couper, mais il faut que je le dise. Puis, tu sais, c'était pas juste une ligne, là. Tu sais, t'as parti un petit bout, là. Puis, tu reviens quand même. L'autre fois aussi que Max, dans un épisode, là, il a posé une question, puis t'es parti sur quelque chose. Puis t'es revenu finalement à sa question. J'essaie de pas oublier qu'il y a quelqu'un d'autre. Non, mais ça, c'est quelque chose que je pense que les gens peuvent apprécier. Tu sais. C'est parce que je t'ai écouté, puis je pense que c'était complémentaire à ce que tu faisais, puis je veux juste ramener. Parce que en même temps, c'est que si je me suis permis, mettons, de te couper, puis je t'ai demandé la permission, puis je t'ai rajouté, c'est que je trouvais que ça viendrait peut-être ajouter en valeur à ce que tu disais, mais après ça, il faut que je te ramène le sujet. C'est respectueux de montrer que tu écoutais la personne quand tu ramènes sur le sujet ou tu créé la parenthèse dans le fond. Là. Merci. Fait que je sais pas, mon point, c'est que pourquoi je m'en allais là. Mais, je sais mélanger tes affaires. Hein? Non, oui, mais je veux dire, je sais pas qu'est-ce qui m'a fait amener à ça, mais
sais, on est dans l'univers de la crypto-monnaie. Là, tu l'as pas perdu, c'était ça? Non, je l'ai pas perdu. Okay. On est dans l'univers de la crypto-monnaie. OK, on s'entend, ça commence à arriver, ouais. ça change, ça bouge. J'ai un dossier cette semaine. OK, non, c'est la semaine passée. Le client, il y a 10 000 $ en crypto-monnaie. Là. C'est fuck all, là. Sur genre peut-être un 100 quelques mille piastres en placement. Monter à 50 000. Non, mais attends, sur un 100 quelques mille piastres en placement. Mais check bien ça. Je suis sûr que tu n'as aucune idée où je m'en vais. Sur 100 quelques mille piastres en placement, on fait une demande de prêt hypothécaire. Je le mets dans ses actifs, dans mon logiciel, parce que c'est dans ses actifs. Mais je ne m'en sers pas dans la mise de fonds. Je l'ai juste mis parce que je me dis, je mets tous les actifs, même ceux que je me sers pas, ça compte dans son portefeuille. Mais je m'en sers pas, hostie. Sur 100 000, il y a 10 000 $ qui viennent de ça. Puis on ne me prend même pas pour la mise de fonds. Oui, je trouve que c'est une belle répartition d'actifs, 10% de crypto dans un portefeuille. C'est pas si pire. Ouais, je trouve que c'est bien. Mais en passant, la seule chose que je n'ai pas dit, c'est qu'on 10 000, il est rendu à 40 000. Mais puis je pense peut-être plus. Mais bon. Mais ça, c'est de la chance. Puis un peu, beaucoup de spéculation. Mais bref, tout ça pour dire, je soumets le dossier, puis là, asti, ça fait... Ça, c'est pas la semaine passée. C'est la semaine passée que j'ai eu la réponse, mais ça faisait comme 2 semaines que ça traitait, puis c'était au... Comment il appelle ça? Département de la... Pas de la sécurité, mais département genre de l'analyse approfondie, OK? Une astuce d'affaires, là. Puis, tu sais, je commence à tâter le terrain, j'appelle ma BDM, j'appelle le monde, je suis comme, OK, c'est-tu normal, ça? Puis ils me disent tout non. Puis moi, je pense que c'est parce que le terrain, tu sais, il est pas bien situé ou il y a quelque chose. Ben non, hostie, c'est qu'il y avait de la crypto-monnaie dans son portefeuille. Fait que là, je commence à parler avec l'analyste, puis je dis, c'est quoi la joke? Il y a 10 000 $, je m'en sers même pas. Ouais, mais il y a un risque. Quel risque? Ben, tu sais, la crypto-monnaie, là, c'est beaucoup de blanchiment d'argent. Comme le cash, puis je peux payer cash pareil. Je veux dire, voyons donc, on est là-dedans. Puis là, je n'ai pas parlé de même à l'analyste, mais tu sais, j'ai dit, je trouve ça pas. Je le sens en même temps que le système bancaire n'est pas rendu là. Mais c'est quand même ironique, tenant compte du fait que BlackRock, Fidelity, Vanguard ont toutes des ETF de Bitcoin. Fait que là, j'ai posé la question, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a si mon client, il y a un fonds mutuel de Bitcoin? Tu l'acceptes-tu? Elle dit, ben, ça pourrait être considéré comme risqué. Je suis là, hostie, c'est un ETF. C'est drôle, hein, parce que j'ai un audit de cabinet la semaine prochaine. Là, la conformité vient de vérifier mes dossiers. Puis devine quel dossier ils ont pris. Un de mes clients qui a de la crypto. Ah! Moi, ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Mon dossier était refusé. Ah ouais? Ouais. Trop risqué. À cause qu'il y avait 10 000 $ de crypto-monnaie. OK, ben prends 10 000 de son 40 000 puis remets-les dans un produit non alternatif. Non, mais tu veux savoir ce que j'ai dit? Puis là, je le dis ouvertement ça, puis j'ai aucune honte à le dire. J'ai dit à l'année, j'ai dit, fait que dans le fond, tu es en train de me dire que je suis mieux de pas le dire la prochaine fois qu'il y a 10 000 $ de crypto. Anyway, tu pourrais pas le savoir. Tu sais, je m'en servais pas à la base par... Ouais. Comme, j'étais juste honnête. Ouais. Je déblatérais dans le fond ses actifs. Toi, ce que tu me donnes comme message, c'est mentionne-le pas la prochaine fois. Elle dit, ben là, c'est pas ça que j'ai dit, c'est pas ça qui est... Ben, oui, c'est ça que tu me dis, entre parenthèses. Voyons, mon cas s'en sert pas comme mise de fonds, puis tu le refuses à cause de ça. Il n'y a pas fraudé, il n'y a pas de blanchiment d'argent là-dessus, voyons donc. Fait que, bref, ça pour dire que je ne mentionnerai plus jamais quand mes clients ont de la crypto-monnaie. Ben, t'aurais-tu pu demander à parler à un autre analyste? Alors, tu veux savoir le meilleur? Je l'ai soumis ailleurs le lendemain matin, en 24 heures, ça a été accepté, sans mentionner qu'il y avait 10 000 $ de crypto. Ah, c'est ça. Il n'y a pas de fraudage dedans. Comme, hey, pour vrai, là, là, je vais inventer une statistique, là, mais dans mon entourage, une grosse majorité des gens ont au moins 2 à 3 % de leur portfolio en crypto-monnaie. Fait que c'est-tu rendu que tout le monde va être refusé pour des prêts hypothécaires parce qu'ils ont un petit peu de crypto-monnaie sur le site? Voyons donc. J'ai même vu des formations en ligne, pas de l'AMF, mais des gens qui vendent leurs services en ligne que les paiements sont seulement par crypto. Oui. Moi, je suis pas rendu là. C'est une façon. Mais il y a un gros marché pour ça. Il y a beaucoup de gens qui ont. Il y a beaucoup de gens qui ont fait de l'argent avec les cryptos et qui veulent payer avec leur crypto pour pas devoir faire le concept de tout échanger ça en argent. Moi, j'aime canadien, encore l'aspect choix. Tu peux, mais t'es pas obligé. Ouais. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est quand quelque chose est là puis qu'on se fait mettre des bâtons des roues. Exemple là, ça fait partie de la vie, la crypto-monnaie. C'est présent. Quand c'est rendu que des gros joueurs comme des systèmes bancaires... avait l'air de... OK, c'était pour le blanchiment d'argent, eux, qui parlaient. Non, ils paranoïaient, parce qu'ils disaient que c'était risqué. L'endettement, ça aurait pu avoir un impact. Il était plus que... Il était capable. Bas, ah, il était plus qu'en bas. Là. Il y avait des bons moyens financiers, pas des bas ratios d'endettement, aucun justifié d'apport. Puis ils me l'ont dit verbalement que c'était ça. Ils me l'ont confirmé, ils m'ont dit, c'est à cause de sa crypto-monnaie. On juge le dossier trop risqué. Puis est-ce que
admettons, tu pourrais, dans ton portrait, mettre, admettons, que sa crypto est chez Wealthsimple, mettre Wealthsimple 10 000. Si c'est plus en crypto. Ben oui, mais il faut pas que quand je sors mais un faut que relevé... t'écris, genre, mettons, tu sais, moi, j'ai une cause. C'est parce que moi, j'avais marqué, c'est c'est juste moi que j'avais marqué Coinbase. Quand j'ai checké Coinbase, elle a bien vu que c'était de la crypto. Là. OK, mais c'est ça, tu réponds à ma question, dans le fond, c'est qu'en écrivant le broker, par exemple, elle a catché que c'était ça. Ouais, c'est ça, exact. OK. Enfin, ça. Parce que j'ai pas démontré de relevé, j'ai pas rien envoyé, là, t'sais. Fait que, mais anyway, c'est vrai que si le client ne se sert pas des actifs, pas besoin de le mettre, là. Je m'en sers pas. Si le dossier qualifie. Là. Non, c'est ça. Si, mettons, j'ai 3 comptes de 10 000, puis j'ai fait 30 000 total, puis j'ai juste besoin de 10 000 pour qualifier le dossier. Mais techniquement, tu es censé mettre ce que le client te dit. Là. Je suis là pour faire le pont entre moi et on est là pour qualifier, pour dire. C'est dans le sens où j'ai pas besoin de donner plus d'informations que nécessaire. Non, c'est vrai. C'est ça. C'est toi qui connais tes... Non, mais pour vrai, c'est que, mettons que le client, puis il y a déjà un analyste qui me dit ça, il est comme, Colis, PO, pourquoi tu me fournis tous ces relevés de placement? J'ai juste besoin d'un. Parce que toute la mise de fonds provenait de. Il y avait besoin, mettons, de 100 000 de fonds, puis j'y avais donné pour 500 000 d'actifs. Il a dit comme, Chris, PO, donne-moi juste un portefeuille qui a 100 000, ça va être correct. Parce que lui, il était comme, tu me fais faire plus de jobs que nécessaire. Parce que tu vois, de mon côté, mettons, qu'on est en assurance, il faut que le client dise tout. Oui, mais c'est ça, ouais, mais même si. Ouais, dans ces actifs, tu n'as pas le choix parce que c'est ça que tu vas venir protéger aussi, entre autres. Mais ça fait partie de l'analyse de besoin aussi. Oui, mais tu t'en sers pas pour. Non, c'est pas grâce à son actif qui se qualifie à l'assurance. C'est ça. C'est juste que tu viens démontrer pourquoi il y a un besoin nécessairement de. Oui, c'est ça. L'assurance. Ben, tu serais surpris, hein, parce que j'ai parlé avec une compagnie que j'apprécie dans mes fournisseurs, là, qui sont très présents dans le marché de l'assurance aussi. La semaine passée, j'ai parlé d'un dossier qui est difficile à assurer. Puis en expliquant le pédigré puis l'envergure de l'entrepreneur que je desserre, ils sont ouverts à discuter. Ben, sur son dossier, dans l'année que c'est des antécédents médicaux qui font qu'il est difficile à assurer, mais on peut, dans le fond, en discuter vu que dans son portrait financier, là, il est quand même quelqu'un. Là, fait que ils sont ouverts à discuter. Les gens sont prêts à discuter quand tu as de l'argent en arrière puis que tu vaux quelque chose puis que tu as un nom. Ouais. C'est la game. Ouais. J'ai des fois, quand les gens me disent quel taux que je peux obtenir, je suis comme, la variable est assez large. Mm-hmm. Je suis comme, c'est sûr que plus tu as une grosse hypothèque, plus j'ai de pouvoir. Plus en plus que moi, j'ai du volume, plus j'ai de pouvoir. Mais au-delà de mon volume à moi, je vais donner un exemple. J'ai un client qui est arrivé avec une hypothèque de 900 000. Peux-tu te croire que j'ai été capable de pousser bien loin le taux? Là. Hey, j'avais du gros poids là, sur le pied. Là. Ben oui. Comme il voulait-tu, l'hypothèque? C'est ce qu'ils font aussi, les firmes de gestion de patrimoine en gestion privée. Là, c'est pareil. Là, si tu as le patrimoine familial, tous les membres de la famille ensemble, un plus gros pot, moins de frais à tout le monde. Là. Ouais. Ben, c'est la loi. Ouais. Okay. Bon, les gars, on va jouer un petit jeu, OK? Ouais. Vous avez 1 minute chaque pour vendre votre métier, puis dire à quelqu'un qui regarde la vidéo pourquoi il devrait faire votre métier. Pour comme un speech de recrutement, si tu veux, là, ou pour un client, faut que tu le convainques de faire la job que toi tu fais. Pas nécessairement le recruter, mais je parle d'être conseiller financier. Tu sais. OK. Est-ce que c'est moi qui commence ou c'est PO? Je sais pas. Tu veux y aller? Pour recruter, qu'est-ce que je pourrais dire? Parce que l'aspect relationnel est tellement fort dans notre domaine. Là. Mais c'est clair que, selon moi, c'est un des meilleurs métiers parce que tu aides les gens à atteindre leurs objectifs, puis tu donnes un sens à ce qu'ils font. Parce que les gens vont travailler, puis il arrive un point, tôt ou tard dans leur vie, où est-ce qu'ils veulent s'asseoir qu'un professionnel, ils veulent savoir ils sont rendus où, puis c'est quoi qu'ils peuvent faire, puis sont-ils sur le bon trajet. Fait que, tu sais, ça a l'air cliché de dire ça, là, mais on aide réellement les gens à atteindre leurs objectifs, puis il n'y a pas rien de plus gratifiant que ça. C'est aussi simple que ça, tu sais. Puis là, je pourrais rentrer dans, c'est sûr que si tu aimes les chiffres, tu aimes la performance, tu aimes le data, ben tu vas trouver ton compte dans tout l'aspect financier des assurances puis des placements. Mais si tu aimes les gens, ben tu vas travailler avec des gens à longueur de journée. Fait que tu vas apporter une contribution dans la vie des gens, puis je pense que c'est un des seuls métiers où tu as une relation très proche avec les gens sur une base régulière. En tout cas, pour ma part, je vois tout le monde, à chaque 2 ans, je parle avec tout le monde. Puis je vois tellement leur vie évoluer, là, puis je trouve ça stimulant. Je vois, il n'y a personne que j'ai rencontré, mettons, en 2020, que j'ai refait en 2023 ou en 2022 ou en 2024, que le salaire n'a pas augmenté. La maison n'a pas pris de la valeur, qu'il n'y a pas eu une promotion au travail, qu'il n'y a pas eu un nouvel enfant. Tu sais, il y a toujours de quoi qui se rajoute dans la vie des gens. Puis
puis les gens avancent, puis souvent, mettons, il y en a un qui vient de sortir son CELI pour acheter un terrain, puis c'est le projet qui m'a dit, genre, il y a 4 ans, de dire je voudrais m'acheter un terrain, tu sais, avec mon CELI, fait qu'on va mettre de l'argent dans le CELI pour que je m'achète un terrain, puis là, il achète son terrain, tu sais. Fait que de partager ça avec les gens, c'est vraiment stimulant. Puis je dirais que même moi, j'ai amélioré mes finances énormément en travaillant dans le domaine. J'ai appris justement ce que je disais plus tôt, ce que j'ai pas appris à l'école, je l'ai appris en aidant les gens. Fait que je trouve que c'est un des plus beaux domaines que tu peux travailler. Fait que là, il a le droit à combien? C'est 3 minutes, le calice? Ouais, c'est ça. C'était 60 secondes. Hein? Moi, j'écoutais, j'étais comme, c'est bon ça, fait comme moi aussi, j'ai le droit à 10 minutes de. Mais toi, t'as 1 heure sur 1 heure et demie de podcast. C'est tantôt qui parle. Bon. On va faire ça en 2 secondes pour le compenser là, avec Hugo. Pour vrai, j'avais perdu. Là, ça m'apprendra à faire des niaiseries. Non, pour vrai, dans l'économie où on est aujourd'hui, je trouve que, tu sais, une maison, c'est probablement pour l'ensemble des gens, ça va être le plus gros investissement, le plus gros achat qu'ils vont faire dans leur vie. Puis aujourd'hui, c'est rendu difficile de faire cet achat-là. Puis c'est un rêve pour beaucoup de gens de devenir un jour propriétaire. Fait que je trouve qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a le goût de changer, d'avoir un impact concret dans la vie des gens, mais courtier hypothécaire, c'est ça que tu vas faire. Puis c'est quelque chose qui n'est pas connu au Québec. Tu sais, combien de fois on entend des gens dire qu'ils ont été dans une banque puis qu'ils n'ont pas réussi à obtenir. Puis tu vois leur tristesse, tu vois leur déception dans leur face quand ils sortent de là, quand ils t'en parlent, ouais, ça n'a pas fonctionné. Ben nous autres, c'est ça qu'on fait. C'est qu'on change cette petite tristesse-là, cette déception-là en joie. Des fois, ils n'ont pas aidé les gens à quel point on fait des miracles en arrière pour obtenir leur prêt hypothécaire, qui ont le gros smile, puis qui rentrent dans leur maison, puis sont tout heureux, puis tout contents. Fait qu'on contribue à leur joie sans être, sans nécessairement leur coûter une fortune. Dans le fond, c'est ça la beauté de ça. C'est vraiment les prêteurs qui nous rémunèrent, puis c'est pas des grosses affaires non plus. Il faut t'en faire du volume dans le courtage hypothécaire, mais c'est, je trouve, glorifiant à la fin. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin d'hypothèque. Puis si vous avez envie d'aider les gens à profiter de l'argent qu'ils ont accumulé puis qu'ils ont mis de côté pour leur vieux jour, là, tu peux venir comme conseiller en sécurité financière, planificateur financier, puis les aider à ce qu'il y en ait plus dans leur poche. Parce que c'est l'impôt que les gens veulent sauver. Les gens veulent baisser les frais, ils veulent qu'il y en ait plus net dans leur poche. Puis c'est ce que tu peux faire en étant conseiller en sécurité financière ou planificateur financier. Tu peux les aider à enrichir non seulement eux, leur rythme de vie, mais les enfants qui vont suivre après, puis l'autre génération d'après, tu crées de la richesse successorale. Fait que. Puis comment tu crées cette richesse successorale-là? Grâce à l'immobilier ou les placements? Ça dépend. Il y a des gens qui n'ont pas la tolérance au risque pour l'immobilier, puis il y en a qui ne l'ont pas pour les placements. Ah ouais, moi, j'ai toujours dit les deux. Avec les actifs. Je vais dire ça comme ça. Ouais, dans les actifs, pour vrai, les clients, dans ma carrière passée, nos clients les plus fortunés, c'était ceux qui se servaient des deux comme levier l'un sur l'autre. Moi, je crois aux deux. C'était magique les voir aller. Tabarouette. Le marché boursier plantait, réhypothéquait ça, investissait dans le marché boursier. À l'inverse, le marché immobilier chutait, ils prenaient de leur placement, de leur liquidité, ils achetaient cash les biens immobiliers quand tout le monde était pogné et n'était pas capable. Puis tu voyais leur portfolio complet faire tong puis monter à grands coups. Puis j'ai fait comme wow, ça c'est laissez faire. L'immobilier c'est juste ça, ou les placements c'est juste ça. Non. Soyez ouvert d'esprit. Une belle diversification de vos portefeuilles, je pense. Puis c'est ça à la base que toi tu conseilles, une bonne diversification de c'est l'allocation d'actifs. Puis c'est pas la compagnie que tu choisis. T'sais, oui, il y a des compagnies qui sont prospères, oui, il y en a qui ont de la croissance, puis il y en a qui sont en spéculation, mais je veux dire, c'est vraiment la façon que tu alloues tes actifs, dans quelle catégorie d'actifs que tu les places qui vont faire que tu vas créer de la richesse puis du patrimoine. Je donne comme exemple. Tu as un compte intérêt élevé. OK, mais ton intérêt est imposable à 100%. Dans le fond, qu'est-ce qui te reste net versus un actif qui te donne du dividende canadien? Bien, il va t'en rester plus dans tes poches. Au final, tu as placé ton argent, c'est juste que tu n'as pas pris le même produit. Exact. Mais tu as choisi une catégorie d'actifs différents. Comme l'immobilier, c'est payant parce que c'est le levier que ça apporte là, sur le vrai bien. Parce que tu peux acheter de l'immobilier sur le marché boursier, c'est pas aussi payant. C'est bon. Mais ça va être beaucoup plus passif comme investissement. Exact. Beaucoup plus passif. Puis justement, on parlait de ça tantôt, Hugo, là, le fait qu'il y a un nouvel règlement par rapport au gain en capital. Tu as entendu ça? Non. Dans le fond, c'est une taxe. Dans le fond, c'est le gouvernement du Canada qui a rajouté une taxe pour les hyper riches, comme qu'ils disent. Okay. Dans le fond, à partir de 250 000 de gains en capital annuel, l'impôt à payer n'est plus de 50 % mais 66 %. What? Ouais. Quand est-ce que ça prend effectif?
C'est une bonne question, mais c'est sorti vraiment récemment. C'est-tu dans le rapport pour ce qu'ils veulent faire ou c'est déjà actif? Après 2025. Mais c'est dégueulasse. C'est pas les ultra-riches qui vont taxer avec ça, Christy, à 250 000 de gains. Les ultra-riches... Non, c'est riche, là, c'est pas ultra-riche. C'est ça, parce que dans les données que j'avais lues de 2017, le 1% détenait 47 % des actifs. Ben, c'est ça. Va taxer les ultra-riches. Pour moi, c'est à 2 millions de gains en capital et plus, tu vas me taxer ça à 66 %. Mais pas à... 250 000, c'est pas les ultra-riches. Non, pas en tout. Ils essaient de s'en sauver en disant que c'est 0,13 % des plus riches qui font 250 000 par année en gains en capital. Par ta réponse, ça sonne Nadeau Dubois, ça. Oui, c'est ça. C'est-tu lui, oui? Justement, on en parlait un peu, puis on se demandait si ça va pas faire fuir les gens qui ont de l'argent. Les gens... Moi, je l'avais déjà dit que la journée que je faisais de l'argent, je fais juste passer les frontières et je m'en allais en Ontario. je le dis honnêtement, pour vrai, comme je suis désolé, mais à un moment donné... Tu peux avoir tes permis Canada, puis tu peux servir tes clients. Je suis à côté, là. C'est 30 minutes. Ben, j'habite à Vaudreuil, là, fait que c'est 30 minutes de chez nous. Je suis rendu à Hawkesbury. Merci, bonsoir. Moi, je connais plein de conseillers qui sont rendus avec leur permis Canada, Ontario. Puis... Je suis désolé, là, mais comme il y a un moment donné, si tu veux générer de l'actif dans ta province, si tu veux faire fructifier l'économie, comme taxe la bonne catégorie, comme arrête de taxer là, c'est comme la classe moyenne riche là, qu'on vient chercher. À vrai dire, c'est quoi? Il n'y en aurait plus de classe moyenne. Il n'y en aurait plus de classe moyenne. Comme l'âge de Slack là, va en haut. Là. Puis moi, faire 10 millions par année, là, ça me ferait plaisir de payer 50 % d'impôts. Hey, avec 5 millions, je peux vivre très bien. Là. Moi, avec 2,5 en fait. Ah oui, c'est vrai. En réalité. Mais en voulant dire, je vais accepter, mais c'est parce que souvent, c'est pas ça qui arrive, c'est que plus tu fais de l'argent, plus tu arrives à trouver des passe-passe pour sauver de l'impôt. Puis en réalité, t'en payes quasiment pas. T'en payes des minimes pourcentages. C'était ça notre point, c'est que c'est dur d'aller chercher les hyper riches parce qu'ils sont hyper riches parce qu'ils sont stratégiques. Ben, les taxer d'une façon différente d'abord. Utilisent à contre-efficience leur tactique. Je sais pas si c'est le bon mot que j'ai utilisé, mais on va utiliser contre eux leur tactique qu'ils utilisent. Tu les connais. C'est pas comme s'ils étaient cachés. Là. Va consulter une couple de firmes de comptables, tu vas y découvrir leur tactique. C'est comme... Ils disent avec cette mesure-là là, que ça leur permettrait de rapporter 18 milliards sur 5 ans au gouvernement. Puis ça servirait à financer une panoplie de programmes sociaux comme les régimes de soins dentaires, de médicaments, le programme national d'alimentation scolaire. OK. Moi, je vais trancher là-dessus. Si on avait des fonctionnaires ou un système de fonctionnaires qui géraient bien les fonds publics, on n'aurait pas ce problème. Ben c'est ça, j'allais dire. J'avais l'impression, dans le fond, qu'on ne prenait pas la responsabilité de sa gestion puis qu'on allait chercher encore des plasters externes. On essaie de trouver de l'argent ailleurs, alors qu'on n'a même pas optimisé à l'interne. Je suis désolé, là, mais moi, c'est ça, le point si qui tu n'imputes pas les gens, OK, mettons, toi, demain, là, Max, justement, en charge d'un budget de 100 millions pour organiser des pubs. Hey, tu vas-tu vraiment te casser la tête à t'assurer que le 100 millions il est bien investi ou tu vas juste le dépenser? Puis encore plus, si, mettons, moi, je te dis, hey, ta catégorie, là, ta division, là, si tu ne dépenses pas le 100 millions, là, l'année prochaine, on te drop à 80. Crime, tu vas-tu t'arranger pour peut-être tourner les coins ronds puis te dépenser en tabarouette, le 100? Fait que comment tu veux qu'on gère bien des fonds publics quand c'est de même qu'on se fait garrocher ça? Voyons donc! Puis après ça, ben là, on peut rentrer encore plus loin dans le type de gens qu'on va engager puis comment il peut y avoir de la petite polémique là-dedans, puis on engage le chum de la fesse gauche, puis du... Mais juste pour dire que si on optimisait les fonds qu'on va déjà chercher, on arrêtait peut-être d'essayer d'aller creuser à gauche, à droite pour trouver des nouvelles façons de faire, là. Parce que de 50 à 66, c'est pas rien comme... c'est 16 % d'augmentation. Hey, c'est une solide grosse... Puis là, c'est parce qu'on commence à être... Tu travailles, puis il va t'en rester 33 % comme seigneur. Pourquoi je travaille d'abord? Fuck off. Le gain en capital, normalement, il est sur la vente d'un actif. Là. Ouais, mais il y en a que c'est beaucoup... tu sais, mettons, tu as travaillé toute ta vie. Tu arrives à la retraite, puis tu commences à liquider ton portfolio parce que tu en es plein ton cul, puis tu veux tout changer ça. Je sais bien qu'il peut y avoir encore des twists qu'on peut utiliser. Ça vaut mais reste que, mettons qu'on y va... Hein? Ça vaut la peine d'appeler un planificateur financier. Oui, vraiment, puis de faire une belle fiscalité, une belle planification financière complète par quelqu'un qui va avoir ses titres dans pas très long. Ben, que toute son équipe les ont, qu'elle en fait déjà. On attendait pas pour nous appeler. Non, prenez tout ça parce que je vous dis, après ça, c'est 2 ans d'attente pour faire avec. mais pour vrai, c'est comme un moment donné, il y a des limites, là.
Tu es au-dessus de 50% de taxation. Je trouve que 50%, c'est juste l'impôt. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà dévoilé, tu sais, on parle souvent d'impôt, mais si tu regardes ta taxation globale, tu es taxé sur tout. Ben oui. Sur tes biens, sur ton corps. Sur ton argent taxé, tout. Tu payes des taxes après exact. Sur ton bien. Oui. Fait qu'à un moment donné, quand tu regardes ta taxation cumulative, elle est énorme. Moi, je pense que c'est le point commun, le dénominateur commun pourquoi les gens quittent le Québec. Moi, en tout cas, c'est la raison qui me puis fait... ça me dérangerait pas de payer ça si c'était bien géré. Ah, moi aussi, c'est ça. Mais là, c'est-tu frustrant ta barouette quand tu sais que tu donnes ton argent à quelqu'un qui n'agira pas comme du Mais monde? ça met dans les poches. Je veux pas faire mon complotisme, c'est mais c'est ça, dans le fond. Là, c'est des gros bonus. Puis, tu sais, quand, dans le fond, les fonds publics investissent dans des entreprises pour les sauver, puis que les... on en nomme-tu une? Notre cher Bombardier, quand les directeurs, la direction, c'est quoi, verser des bonus? Je pense que ça totalisait genre 80 millions de dollars qu'il venait de recevoir l'année d'avant, genre 400 millions de subventions. T'es comme, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Ça fait un petit bout, là, mais quand même. C'est triste. Là. Ouais. J'ai une histoire là, ou sinon qui pourrait être drôle à parler. C'est un client de Costco qui est devenu viral parce qu'il a ramené sa télévision qu'il a achetée en 2002. Oui, t'as-tu vu ça? Non, j'ai pas vu ça. J'ai vu ça. C'est une photo qui est prise comme le gars, il est dans file d'attente pour les retours. Il a la méga huge TV. Tu sais, ça immense, la grosse boîte. Là, ouais. C'est épique. Puis, oui, là, on le voit de loin, là, mais c'est écœurant. J'ai pas de contexte. C'est un méchant. C'est drôle, c'est ça, parce qu'en fin de semaine, justement, j'étais allé au Costco, puis il y avait une 65 pouces à 800$. Je me disais, hey, ça, là, c'était comme 4000 là, avant. Là, c'était 4-5 000. C'est parce que là, maintenant, c'est la 4-5 000, c'est parce que c'est une 8K qui est mince comme un fil. Puis pour vrai, on dirait que du 8K là, en ce moment. 8K? Check ça, le mastodonte, toi. Ah oui, c'est quand t'avais ta TV, puis ça venait avec la base en dessous. Ouais. Puis la base, c'était pas un petit trépied, là. Non. C'était aussi gros que la table. Non, c'était comme rentrer un piano, là. Oui. De ménager ça, là, c'était... ouais. Tout ça pour dire que le gars s'est fait rembourser, là. Ah ouais, quelle politique de feu. Parce que ça disait que... Parce que dans le fond, la loi dans ce temps-là, en 2002, quand il a acheté sa télé, il n'y avait pas de date limite pour les retours. Tu sais, à cette heure, je pense que c'est comme 30 jours les retours. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de date limite. Fait que le gars, il l'a gardé. Ça démontre que si tu fais tes devoirs puis tu présentes bien ton dossier, tu as des chances que ça passe. Tu as tellement raison. La façon dont tu vas présenter quelque chose fait toute la différence. Oui, complètement d'accord. Mais ça, c'est quand même assez drôle. Ben oui, ça, c'est pousser un peu les limites. Mais j'avais vu ça, mais j'avais pas vu la suite qui s'était fait rembourser, par exemple. Ouais, c'est ça, c'est assez... Puis sinon, un autre sujet, là... vous pensez-tu qu'Elon Musk, ça va bien ses affaires? Parce que là, tu sais, ça passe dans les articles, dans les journaux, puis tout, que 10% des effectifs de Tesla ont été mis à pied. Puis ça représente des 14 000 employés. T'as-tu suivi beaucoup le marché de la voiture? Ben, pas nécessairement de la voiture, mais je pense que... c'est corrélé avec ça. OK, parce que moi, j'avais l'impression que c'était corrélé avec le cycle économique dans lequel on vit. Là. Normalement, après les hausses de taux d'intérêt, il y a des licenciements et des taux de chômage plus élevés. C'est même pas avec ça. Ça peut avoir un facteur, mais ce qui s'est passé aux États-Unis, tu sais, aux États-Unis, là, un concessionnaire, OK, peut vendre au-delà du MSRP. Okay? Ouais. Vraiment, comme le char vaut 100 000, il peut te le vendre 200 000. Ouais, ils ont fait ça avec une couple de chars que j'ai vu. Fait qu'aux États-Unis, on voit ça beaucoup. Fait que quand il est arrivé le COVID, bon, on s'entend, il y a bien des gens qui se sont garochés sur des allocations, des voitures, des ci, des ça. Il y avait la PCU qui rentrait, ou l'équivalent pour les Américains. C'est ça la nouvelle taxe de gain capital. Ouais. Puis il y a eu un afflux là-dessus. Puis là, après ça, à un moment donné, ils ont commencé à récupérer. Là, on s'entend que les gens, il y avait, mettons, je sais pas, moi, t'avais pris une allocation de Tesla, puis là, finalement, le salaire, c'est plus la même affaire. Là, t'as plus la même capacité d'emprunt, l'économie est plus difficile, finalement, tu la jettes pas. Les cours commencent à se remplir de voitures Tesla. C'est pas juste Tesla en passant, c'est pas mal toutes les concessionnaires. Je sais que Ford aussi, ça a les Lightning, les ventes sont toutes les voitures électriques commencent à ça parce que les gens réalisent que, de la chenoute, c'est ben trop cher. Et là, c'est cher, un char électrique. C'est que les gens, l'économie est difficile. Fait que là, il y a beaucoup de reprises. Ouais. De voitures. Aussi. Ouais. Les voitures se vendent moins cher. Quand tu regardes les comment on appelle ça, les encans, je suis un YouTuber là, qui est un concessionnaire,
un garage, à vrai dire. Puis ils montrent des fois les stats des encans. C'est de même que tu peux voir les prix. Parce que tu peux voir la fluctuation des prix des voitures, ce que les concessionnaires sont prêts à payer pour acheter ça. Et c'est en flèche, les voitures. Puis les voitures électriques, c'est qu'aujourd'hui, on s'entend, plus ça avance, plus ils baissent leur prix. Puis là, plus il y en a sur le marché. Fait que là, les gens, ils font comme au lieu de l'acheter 60 000 neuf, je peux l'acheter 50 000 avec 3000 kilos. C'est quoi? Si on était, mettons, 10 ans plus tard, là, que mes affaires étaient plus stabilisées, ma croissance est rendue plus soft, là, ce serait dans une période comme ça que je m'achèterais un char de rêve là, que je voudrais. Là. Je préfère en ce moment, puis on n'est pas dans le pic. Là. Donne encore un an là, et le marché de voitures aux États-Unis va crasher. Mais crasher solide. Parce qu'ils ont fait la même... C'est l'offre et la demande, c'est tout le temps pareil. Non, c'est la même erreur qu'ils ont faite en 2008 avec le concept des voitures là-bas. Mais c'est ça, ils ont over, dans le fond, ben là, je dis le même. Tu veux dire qu'ils ont reproduit le modèle des hypothèques de 2008 sur les voitures? Dans un concept similaire, OK, pas exactement la même affaire, là, parce qu'il n'y a pas eu des bounds de ça, mais je veux dire, dans un concept similaire. Mais là, mettons, ce concept-là, c'est qu'il y a une bulle fictive qui s'est créée. La bulle étant quoi? Ben, que si je te prêtais sur un char, parce que les chars prenaient juste de la valeur dans le COVID, puis vu que là-bas, en plus, les concessionnaires pouvaient booster les prix en les vendant encore plus cher, eux autres, c'est vraiment quelque chose de ce qui s'est passé. Là. Hey, tu voyais un char arriver dans le concessionnaire, un Ford Bronco à 70 000, il se vendait 140. Là. Ici, tu ne vas pas ça au Canada. Ils ne peuvent pas faire ça. Là-bas, oui. Mais après ça, la banque, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est la banque qui prêtait le 140 000. Bien, c'est ce qui est arrivé avec les Corvettes. T'as-tu vu les Corvettes? Combien ils sont? Non. Z06, 230 000. Genre, le MSRP, c'est 150. C'est absurde, les prix. Là. Ouais. C'est complètement absurde. Fait qu'en ce moment, tu as une grosse chute dans la demande. J'ai même vu 300. Là. Hey, 300, là, c'est Z06, Mais c'est absurde. Fait que là, il y a un crash. Il y a un gros ralentissement dans la vente, dans les ventes de voitures en général. Fait c'est sûr. Offre et la demande. S'il n'y a pas de demande, ils vont de l'offre. Fait que ce que je pense de Elon Musk, ben, je pense que c'est en lien plus avec le... Moi aussi, je pense pas que c'est en lien avec Elon Musk. Je pense que c'est en lien avec Parce que c'est pas le seul. C'est toutes les marques automobiles ont un ralentissement en ce moment aux États-Unis. Et tout, tu sais, sa compagnie Twitter qui est rendu X, ça aussi, qui a mis à pied pas mal de monde. Là. Fait que ça brasse pas mal. Il a mis 80% des effectifs. Puis il arrive à rouler Twitter pareil. Hein? Ouais. Moi, je pense que c'est un bon move qu'il a fait. Ouais. Si tu es capable de rouler la même compagnie, avec la même qualité, avec 80% moins d'effectifs, il y avait peut-être un problème avec l'autre affaire. Ben, c'est ce que je pense, moi. Puis c'était pour ça, je pense, la joke avait commencé, qu'il avait dit qu'il allait les racheter pour améliorer la gestion, puis ils l'ont pris au mot, puis ils l'ont. La seule affaire, c'est qu'il a pris comme Twitter comme son jouet. Avez-vous vu ça? Il s'est créé un autre compte qui est comme pas son nom, puis il pose des tweets vraiment weird. c'est barre. J'ai pas vu ça. Ouais, c'est comme rendu son jouet, cette affaire-là. Mais tu sais, c'est sûr que ça aide pas après ça pour aller chercher des sponsors, puis du monde qui vont vouloir faire du ad, puis etc. Puis il n'y a pas la langue dans sa poche non plus. Mais moi, je pense que stratégique qui a ramené Andrew Tate, c'est le premier qui l'a ramené sur la plateforme. Mais moi, je pense que. Mais non, mais c'est vrai, il y a un gros reach, Andrew Tate. Fait qu'il a été stratégique, il a été chercher quelqu'un qui a de l'audience. Moi, je pense quand même qu'il y a un petit syndrome du trilliardaire, là, ou du futur trilliardaire. Je pense que ça y a un petit peu enflé la tête de tout cet argent-là. Là. Tu penses? Ben, je trouve que sa personnalité. Tu penses que c'est l'argent ou tu penses que c'est le fame? Je pense que c'est la popularité. Je pense que le fame est venu avec l'argent. Parce que sans l'argent, sans son succès, le fame n'aurait pas suivi. Il s'enrichit, entre autres, avec... Je pense qu'un contribue à l'autre. Mais je vais y aller avec... Je pense que le fame, en effet, s'il n'y avait pas ce fame-là, je pense pas qu'il y aurait ça, mais on dirait que... Parce qu'il a dit, il y a comme le Hasburger. Asperger, oui. Puis... tu sais, je veux dire, souvent, t'es un petit peu dans ton monde, tu socialises pas tant que ça. Fait que, de devenir fameux. Mais il a été normalisé. Il a été quelqu'un qui, normalement, se serait fait traiter d'une certaine façon négative à cause de sa différence. Puis là, sa différence a été mise de l'avant comme du bon côté. Fait que c'est sûr que... J'ai l'impression que là, il deal un petit peu drôlement avec ça. Tu sais, quand est-ce que tu peux dire que tu vas acheter une entreprise à 40 milliards pour y crisser le feu dedans? As-tu vu quand même assez. Moi, demain, si je fais ça, je peux te garantir que je fais tout pour que les revenus montent. T'avais-tu vu quand il est arrivé avec son lavabo? Ouais, puis le smash. Tu sais, je vais avouer en même temps que j'ai pas cet argent-là. Peut-être que ce serait l'équivalent pour moi de prendre un billet de vin et le déchirer. Lui, c'est peut-être ça, dans le fond, 40 milliards. Mais c'est dur à imaginer pour moi. Puis, tu sais, quand je te dis des fois, il ne faut pas juger les gens, j'ai peut-être jugé un petit peu trop vite. Je vais t'avouer que pour lui, c'est peut-être du pocket change. Tu sais. Ben, je suis pas sûr que c'est du pocket change, mais je pense que pour lui, le free speech, c'est important. Puis c'est ça qu'il a voulu il a mis une valeur assez. Exact. Il a dit ça pour moi, ça vaut ça. C'est ça. En même temps,
Moi, d'après moi, il va être capable de faire de quoi avec ça. Ben oui. D'après moi, il va te renipper ça. Il va sortir de quoi. Moi, j'aime encore X. J'aime X autant que j'aimais Twitter. Ben, pour moi, ça a la même fonctionnalité. Là, moi aussi. J'appelle encore ça Twitter quand j'en parle avec mes amis. Ben, c'est parce que X, je trouve que ça se dit mal. En tout cas, côté branding, il pourrait faire un effort. À moins qu'il y ait un plan de match en quelque part. Là. Ben, je pense que sur les noms, tu sais, Tesla, c'était bon, SpaceX aussi, mais regarde le nom de son gars. Là. Essaie de dire ça. Je sais que c'est des lettres, des chiffres. Ouais, c'est une formule. Là, Ouais, non, c'est ça. Pauvre gars, par exemple. Quand il va grandir. Ben, juste moi, c'est gossant de dire j'ai pas de H à Hugo. Imagine lui. Puis le pire, c'est qu'à chaque fois que j'écris ton nom à quelque part, tu sais, il autocorrect, il me crisse tout le temps un H avant. Ouais. Faut que je l'enlève. Mais tu sais quoi, c'est original ton nom. Ouais. Ma mère, elle me dit autrefois, tu te souviens-tu quand t'étais jeune, il fallait tout le temps dire qu'il n'y a pas de H. Ben, moi, je le dis encore. Ça n'a pas changé. Et les gars, la pizza est arrivée au Tim Hortons. Hein? Ah ouais? Vous en pensez quoi? Ben. C'est passé sur TV Nouvelle, Tim Hortons se lance dans la pizza. Attends, mec sorte la poutine, Ali Primo va aller l'évaluer. Fait que ça dit, ajoutera dès mercredi à la grandeur du pays des pizzas sur pain plat. McDo aussi l'avait déjà fait. Ouais, ils étaient bonnes. Je pense que c'est des promotions limitées. Je pense que c'est des trends parce que dans la pizza, c'est impossible de ne pas mentionner Salvatore là, qui ont pris de la place depuis les dernières années. Barouette, tu de la croissance, quoi, 82. Incroyable. Je pense qu'ils ont, en tout cas, je sais. Entreprise familiale, ça en plus. Hein? Puis ils sponsorent beaucoup de projets aussi. Là. Où est-ce que tu pourrais. Tu sais, il y a plein de podcasts qui sont sponsorisés par Salvatore. Puis... Mais tu sais quoi? Bon, on va y aller un peu. J'adore. J'ai découvert leur pizza, moi, avec Valleyfield. Il y en a un à Salvatore à Valleyfield. Puis je l'ai découvert là. Puis wow! La pâte était écœurante et la pizza était débile. Puis moi, j'arrêtais pas de dire, j'y allais, puis je suis comme, ça vous en prend un à Vaudreuil, ça vous en prend un à Vaudreuil. Puis il a commencé ses expansions et il en a ouvert un à Vaudreuil. Ah ouais? Où ça? Ouais. Il est dans le coin de. Ben, il est sur Harwood, là. Je me souviens plus exactement où. Je pense pas loin du poste de police. Okay. Elle est dégueulasse. Dégueulasse. Je l'ai acheté à 2 semaines après l'ouverture. Je l'ai reçu, là. Zéro qualité. T'as fait livrer? Ouais, complètement différente de. Est-ce que l'autre t'avait fait livrer aussi ou t'avais mangé là-bas? Non, mais je l'avais acheté, mais je l'avais amené chez nous. Fait que ça a pris encore plus de temps de rendre parce que je partais de Valleyfield. Là, c'était genre 5 minutes. Elle était dégueulasse. Je dis, c'est peut-être parce qu'ils viennent d'ouvrir. Je vais attendre un mois après, je n'ai racheté. Même à cette affaire aussi dégueulasse. La qualité n'est pas pareille, la préparation. Fait que je me dis. Comment ça se peut quand tu as une franchise qui a un modèle d'affaires qui roule d'une façon? Je vais te le dire. Tes produits sont les mêmes. Mais après ça, la personne qui va la faire, la façon dont on va la faire, c'est pas tout le monde qui tient à cœur. Puis là, après ça, c'est comme l'effet de téléphone. Je vais aller jusqu'au bout. Moi, je te dis quelque chose. Toi, tu vas le dire à Sylvain. Sylvain va dire à Max. Max va dire, il y a un moment donné où ça se perd peut-être au bout. Ouais. Fait que, mettons, moi, je pars le restaurant. Mettons, Salvatore me forme. Moi, je vais engager du monde. Mais là, ça dépend. Est-ce que moi, je suis quelqu'un vraiment d'efficace? Je vais-tu bien en ce moment? OK. Puis là, je te forme. Puis là, toi, mettons, tu sais que t'as pas le cœur à la bain. Puis là, mettons, c'est dur de trouver des employés. Fait que là, moi, j'ai pas le choix. Il faut que je t'engage pareil, même si t'es pas bon. Ça m'en prend du monde, puis j'ai de la misère à en trouver. Fait que moi, d'après moi, c'est ça, malheureusement, quand tu as une grosse croissance, on est quand même dans un moment dans la vie où, malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'emploi, c'est pas tout le monde qui a le goût de chercher pour avoir un emploi. Fait qu'on a quand même un manque d'emploi. Je remarque de plus en plus de jeunes, moi, dans les emplois. Où est-ce que je vais? C'est où je suis on a un manque de qualité d'employés. Je vais t'avouer que... Est-ce qu'on prend le temps de les former adéquatement? Ben, pour moi, un manque de qualité d'employés, j'ai pas dit elle venait de qui la faute. Pour moi, c'est qu'il y a un manque de qualité d'employés. Ça peut être que de la mauvaise formation. Ça peut dire que... C'est quoi l'expression, avoir le cordon qui traîne dans la marde? Il n'y a pas quelque chose de même? Là? Les scrapés. Le nombril du cordon. Le nombril du cordon. Le cordon du nombril dans la marde. Ouais, c'est ça. Bon, yes, merci Sylvain. Le cordon du cœur qui flotte dans la marde. On la connaît, mais on est encore jeune là, pour... Ouais, exact. Mais pour vrai... mais pour vrai, c'est un peu ça. Hey, je suis arrivé, pour vrai, un moment donné, j'arrive au Tim Hortons. Puis encore une fois, je ne veux pas juger la personne. Je suis qui pour la juger? Elle a peut-être une mauvaise journée, OK? Mais je vais parler quand même de mon expérience. Je rentre là, j'arrive, puis j'ai un beau sourire. Je suis comme, hey, salut. Puis la personne, elle me regarde. Salut. OK. ben, OK. Ouais, je vais prendre ça. Ça va faire 9,99. OK, je tape. Qu'est-ce que tu veux? Puis je vous jure, j'exagère pas le ton de voix. Là. Ben, je vais te prendre des Timbits. Il attend. Je vais y choisir. Là. Je vais prendre 10 de ça. OK. Et moi, j'étais un tabarouette. Un petit peu. J'ai envie de te challenger. Un peu d'énergie. Mais encore une fois, il a peut-être une mauvaise journée. Il a peut-être perdu un membre de la famille proche. Ouais. Mais bizarrement, là, on va y aller avec l'effet du nombre.
Ça arrive souvent. Ben, j'en ai un, moi aussi. J'étais à la station-service. Il était en FaceTime avec, je sais pas, sa blonde ou son ami. Et il a attendu de finir ce qu'il avait à dire avant de me servir. Mais non. J'aurais jamais été à l'aise de faire au client attends une minute que je finisse ce que j'ai à dire. Ben, je trouve que dans l'ère d'aujourd'hui, puis je pense pas c'est pas juste les jeunes, c'est dans la société d'aujourd'hui, il y a une insouciance des gens autour de soi. On se fout des gens. Sur TikTok, Est-ce sur que tu YouTube penses maintenant... c'est parce qu'on là, n'est pas assez présent? Oui, on n'est pas assez présent. On réalise pas l'impact de nos gestes ou de nos propos. On s'en fout parce qu'on est protégé souvent par un écran. Tu sais, regarde, il y a bien des affaires populaires sur YouTube présentement où c'est des jeunes, genre début vingtaine, que leur but, c'est de faire de la marde dans la rue, puis c'est le même qui pogne. Ouais. Il y en avait un moment donné, là, un Américain, là, c'était comme, il y avait tout le temps un bouncer à côté de lui. Un gros russe, genre? Non, ben c'était tout le temps genre des gens assez back-ace, puis lui, c'était je pense qu'il mesure 5 pieds 2, puis il est mec de même. Non. OK. C'était un Américain très blanc. Il allait écœurer tout le monde. Là, puis... Non, mais ils font ça. Puis comme, t'es comme, mais wow, t'es fier de ça. Mais ils ont comme une insouciance. Mais les vues sont plus importantes. Je pense que c'est ça le problème. Le reach, le fame, Ouais, l'accent est mis là-dessus dans l'air. Je dis pas que c'est. En passant, j'ai pas dit tous les jeunes sont comme ça. C'est pour ça que j'ai dit la société d'aujourd'hui nous amène de même. Fait que, ma réflexion de ne pas juger les gens, peut-être que l'autre personne a une mauvaise journée, OK. Sauf que si ça m'arrive souvent, il y a peut-être quelque chose qui... Ben, tu peux aussi, tu sais, je vais sonner employeur puis genre dans la boîte en disant ça, là, mais tu peux aussi m'amener, tu sais, vivre tes émotions pas au travail. Tu peux aussi dire quand je rentre travailler, je vais faire un petit effort pour que ça paraisse parce que je suis au travail, puis on me rémunère pour le temps que je suis ici, puis j'ai des tâches à faire, puis j'aurai de la peine, tu sais, t'as de la peine toute la journée. Non, mais il faut apprendre, là. Comme moi, mettons, la matin, j'étais en panique quand je suis pas insensible, là, tu sais, si tu perds quelqu'un, je vais donner une semaine off, tu sais, au pire, ça ne dérange pas, mais je veux dire... si moi, comme individu... Là, on va parler pas d'entrepreneur ou d'employé. Comme individu, je pense que c'est quand même... Faut demander des fois se contrôler. Ouais, c'est ça. Comme moi, matin, il y avait une journée de marde. Tu sais, je t'ai texté. Comme asti, ça va pas bien, j'étais en panique totale, tout en train de chier à terre. Puis j'étais genre par-dessus la tête. Je l'ai vu dans ta voix, j'ai fait considère des affaires go, c'est correct. Ça va être correct, ça va passer. Est-ce que ça peut attendre un peu tard ou c'est urgent? Je l'ai tout de suite senti. Et dans ma lecture, j'ai fait parfait, je vais raccrocher. Puis, tu sais, mais quand j'ai fait mes appels dans la journée, pas un estime client, non, mais pas un estime client qui le savait. Ouais. J'avais le gros sourire, puis je parlais. Même si au fond de moi, j'étais un petit peu en panique. Ça veut-tu dire que je peux pas vivre ma panique? Ben oui, je vais la vivre le soir, mais que j'ai fini ma journée, puis que j'y aille. Puis je pense que les gens devraient apprendre des fois un peu à contrôler ça. S'auto-régulariser. Oui. C'est important, puis ça va t'aider dans la vie. Ben oui, c'est clair. Puis quelque chose d'autre que j'ai eu une petite notion la semaine passée. Tu sais, j'avais des grosses tâches qui me créaient beaucoup d'anxiété parce que je voulais livrer ma marchandise. Puis je me suis barré des bons moments dans... Tu sais, j'invente rien. Là. Tu te barres du temps dans ton agenda, là, on le sait, là, mais fais-le. Fais-le, mais pour vrai. Parce que je suis le genre de personne qui essaie d'être tout le temps efficace. Puis tu écris un courriel, tu essaies d'écrire plus vite, tu essaies de tout faire vite pour essayer d'en faire plus possible. Mais là, tu te barres des plages horaires, puis tu es 100% présent deep work. Là. Ça, là, j'ai commencé justement, je me disais, les cours que je fais à l'école, j'ai pas le choix de faire ça, sinon je réussirai jamais. J'ai mis mon téléphone à off. Fermé mon ordi avec le market qui était ouvert. J'ai tout fermé à part ça. Et puis je te dis, ça a tellement bien été, là. Puis, tu sais, d'habitude, j'aurais les questions en allant vite, tu sais. Puis là, j'ai vraiment pris du temps, puis je trouve que j'ai fait du meilleur travail. Puis on dirait, toute la pression est tombée en étant présent. En me barrant les distractions, en étant présent, là. Ça a vraiment été une expérience agréable, puis c'est sûr que je l'ai répété toute la semaine. C'est pour ça qu'à matin, je savais que j'avais un gros dossier à faire. J'avais 4 mandats pour le même client. Je me suis barré de 9 à 1, puis je savais que là-dedans, il y avait un appel. Fait que j'ai passé 1 heure et demie de temps en appel avec. Fait que je m'étais barré 2-3 heures certain où est-ce que là, si je finis avant, tant mieux. Mais pendant ce temps-là, je ne permets rien de me déranger. Je règle ce que j'ai à faire. Puis tu vois, je traîne pas ça à soir. Puis demain, tu sais, puis il me manque ça. Ouais. Il reste ça à faire. Puis exact. Tu parles d'être présent. T'es-tu du genre, toi, quand tu fais quelque chose dans la vie, à le vivre pleinement ou à vouloir l'immortaliser? Ça va dépendre de quoi, mais je serais menteur à dire que j'immortalise. Je pense pas que je vis pleinement. Je pense que je suis tout le temps sur la go. Puis c'était un peu ça le point. Mais immortaliser, pour moi, OK, ouais, j'aime bien ton point. Parce que moi, je voulais t'amener plus sur la tangente de tout le temps prendre en photo, en vidéo. Mais c'est vrai que des fois. Mais c'est une façon de l'immortaliser. C'est ça. Ma femme, elle le fait, puis si elle le faisait pas, j'en aurais pas de souvenir. Ça peut être de le vivre,
pleinement au lieu de juste passer à côté comme une souffleur. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est clair. Mais c'est pour ça que j'avais lu Power of Now, là, ça c'est un bon livre. Puis il avait dit, c'est quand la dernière fois que tu es rentré dans ton char, puis tu étais vraiment conscient, tu sais, que tu as remarqué le son de ta ceinture, tu sais, puis de tout. Ou est-ce que tu n'as pas été, genre, rentre dans le char, puis j'ai avec les sur piton, puis tu sais. Mais tu sais-tu dans quel moment on est comme ça? Quand on est relax. Ce que je n'avais pas connu depuis une couple de mois. Mais moi, quand j'ai vu ça, c'est quand je suis relax. Quand je suis zen, je vis le moment présent. C'est comme ça. Je dis, pas depuis que j'ai parti à la compagnie, parce que je suis tout seul. Puis non, mais il y a des trucs que tu peux avoir. Mettons, mon parrain immobilier, là, lui, là, dans sa douche, là, combien de fois il m'a appelé me dire hey, j'étais dans la douche, puis j'ai eu une idée, j'ai pensé à ça. Là. Des fois, il prend les douches de 15 minutes, là, mais lui, c'est sans zone de paix, on dirait, là, sa douche. Là. Tout à plein d'idées qui viennent en tête, mais ses émotions, il ressort de là. Il m'appelle, mettons, en début de journée, comme tous les entrepreneurs avec qui ce qu'on discute, on s'échange nos défis. Il m'appelle, il y a ça, il y a une émotion. Il me rappelle plus tard, j'étais dans la douche, puis là, ça va mieux, tu sais, puis j'ai pensé à ça. Puis là, il est calme. Il y en a que c'est le sauna, il y en a que c'est la douche, il y en a que c'est la marche à l'extérieur. Ah, c'est pas pire, ça. Je pense que c'était Bill Gates, lui, il y avait comme du bois dans l'arrière de chez eux, puis il marchait dans le bois, puis lui, il se bloquait justement du temps dans son horaire. Il marchait, puis là, c'était tout là qu'il réfléchissait à ses idées, quand il y avait des problèmes. Okay. Fait que c'est ça. Vous autres, y a-t-il des moments que vous vous arrêtez puis que vraiment vous prenez le temps de réfléchir à des problèmes? Ben, je pense que moi, c'est sûr qu'au moins 1 heure par jour, que si c'est pas pour aller au gym, c'est pour aller prendre une marche. Moi, je te dirais récemment, pas grand-chose. Je te dirais, ben honnêtement, je suis tellement mindset là, mais en général, là, je veux remettre cette routine-là parce que je suis plus capable de pas la faire. Là, ça me reprend ça. Mais moi, c'est tous les matins, tout le temps au gym, à la même heure. Ouais. Ça, ma petite routine du matin, là, je me lève à 6, je m'en vais au gym, je reviens, il est genre 7h30. Tu vas au gym à quelle heure? À 6h30? J'essaie de le vers 6h15, 6h30. Okay. Fait qu'à 7h30, mettons, je suis revenu chez nous, je prends ma douche, à 8, à 8h30, je déjeune, puis à 8h30, je suis devant mon ordi. Ce petit moment de routine de 6 à 8h30, je l'aime comme mourir. Parce que souvent, vu que c'est tout le temps la même routine, j'arrive tout le temps aux mêmes heures, fait que je peux relaxer. J'ai pas besoin de stresser. Je sais tout de suite que c'est le temps que ça me prend. Ah, que ça fait du bien. Ouais. Là, ça fait comme peut-être 2-3 semaines. Je l'ai plus, cette routine-là, dû au débordement que j'ai. Puis là, je suis pas bien. Là, je suis en train de perdre mes repères. Je pense que c'est vraiment primordial. Je pense que tout le monde, ça va prendre leur truc. Ma femme, elle, la peinture, le soir, là, elle s'installe, là, elle fait de la peinture à numéro, puis ça la détend. Ça va voir comment que les murs sont tapissés chez nous. Elle relaxe, ma femme, le soir. Ah, tabarouette. Ben là, sais-tu quoi? On va relaxer de façon différente parce qu'au prochain podcast, on va te partir ça un solide plan d'affaires. C'est où tu rentres? C'est quoi le lien avec relaxer là-dedans? Je sais pas pourquoi, mais moi, développer une idée, moi, ça me relaxe. OK. Ouais, moi, ça me détend parce que on dirait que je peux laisser aller tout ce qui me passe par la tête. Ouais. Fait que bref, en tout cas, pour moi, ça va être un moment de détente. Pour toi, peut-être pas. Mais en fond, prochain podcast, on met ça au défi. J'aime l'idée que tu as lancée. Je te l'ai pris, tu l'avais dit à micro fermé. Ils savent pas ça. Hey, je te donnais l'idée, là, gros prends-la. Non, mais c'est notre idée. C'est bon, notre idée. C'est notre deal. Fait que, on fait ça au prochain podcast. Yes. T'as-tu un mot de la fin? C'était ça? Là? Non, je te laisse le dire, le bout de la fin. C'était ça. C'était ça. Ciao! Bye!